Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule Noël. Comme vous le savez. C'est Dis-moi, Père Noël, Noël, pourquoi tu me touches là? J'aime bien les lutins ici. La 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 la. Donc c'est une histoire de boule, cher papa. Vive Noël et le Père Noël pense tous à vous. Comme vous le savez, la cellule prend des vacances pendant les vacances de Noël. Vous aurez qu'est-ce donc qu'on 2 fait semaines sans alors podcast. Mais en attendant, on va vous faire enregistrer un petit podcast, on va dire ambiance Noël, ambiance lutin, ambiance farfadet, avec Flavie. Flavie, ça va la pêche? Ah banane. Là, nous sommes également avec Adrien, Cahuzac. Adrien, ça va. Nous sommes avec Maxime, Gnome. Bonsoir. Nous sommes également avec Darky. Ho ho ho, Nous salut. sommes avec Natacha. Salut. Et aujourd'hui, pour un podcast... Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Marron, je veux de la dinde. Bon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que notre thème de podcast aujourd'hui est totalement raccord avec le thème de Noël, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'emballage. Alors, vous savez les petits cadeaux qu'on pose au pied du sapin, ils sont emballés dans du joli papier. Seulement parfois, c'est pas parce que c'est emballé dans du beau papier que c'est pas complètement de la merde. Et justement, le jeu de rôle, nous fait parfois l'honneur d'emballer des jeux avec des belles couvertures cartonnées, des fiches en couleur, du papier lisse imprimé en Chine, et à l'intérieur, on trouve quoi? Un jeu de merde. Et donc au final, c'est le thème de ce podcast, l'emballage dans le jeu de rôle. En fait, on va pas parler de lutin, on va faire un troll en fait. Absolument. Surprise, retournement de situation. Romaric au micro et on va troller. Ça me fait penser à une de ces vieilles blagues de mauvais goût où tu enrobes un caca dans du papier journal, tu le mets devant chez un voisin, tu mets le feu, tu sonnes. Et Tu regardes le monde tu prendre regardes feu parce que le- la personne est obligée de te piétiner et de te foutre. C'est un strip de Titeuf, ça, je crois. ah ouais, quand même. Ah oui, vous avez des bonnes idées pour ce podcast sur l'emballage. Alors évidemment, derrière ce titre un peu racoleur de l'emballage, ce qui se cache, c'est une question sur le fond, Ça la va forme. nous emballer. Comment faire en sorte T'as pas la clochette là pour... de bien comment faire en sorte de bien mettre en forme un jeu? Est-ce que le fond et la forme sont finalement deux choses différentes? Est-ce que la manière dont on présente un jeu et ses règles détermine finalement, est-ce que les moyens déterminent la fin, etc., etc. C'est un podcast qui nous a inspiré d'une discussion hivernale, nocturne avec Darky et Maxime. On a parlé de ça en faisant la vaisselle à 4h du matin. Tu faisais la vaisselle, on regardait, hein, on précise parce que... Je vous écoutais parler, c'était très intéressant. Non mais on a proposé de l'aide, je précise, pour les gens, je ne suis pas si égoïste que ça. On a proposé de l'aide, ils voulaient pas. Alors oui, tout à fait. Parce que ce que je voulais, c'est que vous continuiez à débattre, un petit peu comme aujourd'hui, où je vous demande de reprendre cette conversation qui m'avait vraiment passionné. Alors globalement, moi j'étais pas d'accord, si je me souviens bien. Voilà. Donc, rappelons Maxime. Donc, c'était après le podcast qu'on avait enregistré sur l'agence. Tout à fait. Et Maxime disait la chose suivante. Il disait que la mise en page de l'agence en elle-même était très importante parce que l'emballage en fait finalement que tu as donné, cet aspect que tu as donné à l'agence, le jeu donc d'Adrien qui est assis juste à ta droite, eh bien était important parce qu'il permettait de transmettre des règles. Qu'est-ce qui se passe là au fond de la classe là? Non, Flavie regarde des dominos avec des animaux dessus, c'est tout. Mais on parle du cours, monsieur. D'accord, ok. Donc Monsieur. que c'était important que finalement cet emballage permettait d'accéder un peu mieux aux règles. Est-ce que tu peux développer cette idée, Maxime, pour débuter ce podcast? Oui, l'idée est assez simple, c'est que si jamais vous faites un jeu avec un super système, mais que vos tournures de phrases sont incompréhensibles, que votre mise en page, on se retrouve pas dedans, qu'on sait pas où chercher les informations, et que en plus les illustrations sont laides, que la mise en page est hideuse, etc. Que vous choisissez même, allons plus loin, des polices d'écriture qui sont quasiment illisibles, dignes de groupes de black metal. Enfin, voilà. C'est simple. La personne qui s'intéressait un peu au pitch de votre jeu, elle va le reposer immédiatement sur l'étagère et elle va pas s'y intéresser parce que c'est impossible de faire une partie. Et si vous avez vraiment fait tout ce qu'il a dit, je pense que vous allez même vomir à côté de l'étagère. Mais Donc finalement, tu dis ici à la cellule, vous êtes toujours en train de parler, le système est important, etc. Mais ce qui est aussi très important, c'est l'emballage. Et ça, on n'en parle pas. C'est ça que tu es en train de me dire.
Alors que moi j'ai introduit ce podcast en disant que justement l'emballage ça ne dit rien du fond du jeu. Et c'est justement là où on va en venir. Est-ce que c'est vraiment distinct ? Alors Natacha, je te voyais plus soyer avec Maxime. En fait, je plus sois pas complètement à tout, mais il va falloir d'abord qu'on définisse ce que c'est que l'emballage. Parce que moi, quand on dit quand on me dit c'est la forme, oui. Alors pour moi, la maquette n'est pas la même chose que le style d'écriture, par exemple, qui sont tous les deux des éléments de forme. Est-ce que tout ça fait partie de l'emballage Alors pour moi, l'emballage, Je suis d'accord avec toi. au sens où on l'entend, c'est ce qui se touche, c'est ce qui se voit. C'est-à-dire que l'emballage, c'est... Ça te fait rire, toi. Qu'est-ce qui Qu'est-ce se que t'entends Putain, mais exactement? putain, c'est pas vrai. Est-ce que Au fond t'entends de la ça classe. par le Père Noël? Qu'est-ce qu'il touche Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que vous avez accès à 2 micros. Bah pour oui, dire bien sûr. 2 fois plus de merde. L'emballage, c'est les visuels. T'arrives dans la boutique, la première chose que tu vois, c'est l'emballage. Donc on ne parle pas d'écriture sur ce On ne podcast. parle pas de... Donc un aveugle est Non, on complètement parle pas d'écriture. hors On parle propos dans vraiment ce de- jeu-là. Parce dans que moi, ce système-là. que Un Non, aveugle parce qu'il y a qui le lit. toucher aussi. Il y a le toucher aussi d'Arky. J'ai dit Oui, tout à fait. l'odeur, le toucher, la première sensation, les premières sensations que tu as en arrivant en contact avec Dieu. C'est important. Mais vous avez l'air de rigoler, mais sûr. l'odeur, Est-ce c'est que important. le Père Noël viendrait J'ai sans pensé son à gros habit Chirac rouge d'un et coup, t'offrirait là, des je- cadeaux? Est-ce que tu les accepterais de la même façon que si c'était un gros obèse barbu à poil? C'est quoi ce truc? Mais faites-les sortir. Darky, serviteur. Où est notre Jeff national pour les faire sortir ces trolls? C'est pas les lutins du Père Noël, c'est les trolls du Père Noël. Je crois que quoi. l'emballage de ce podcast va être problématique Ah oui, aussi. Non, mais Rappelons le- que Noël est une fête Attends. familiale et tout Parce public. que vous avez l'air de rire parce que c'est l'odeur. Je dis l'odeur. Mais je suis désolé, avec Flavie récemment, on a lu un livre pour enfants. On ouvre le livre pour enfants, ça Et ça sentait la fouettait, merde. ouais, ouais, Ça on est sentait la merde. Il faut le dire. Mais Avec le c'était propos. raccord avec les couches, Ça tout m'est ça. déjà arrivé avec le bouquin de Vermine. Quand je l'ouvrais au début, ça sentait, mais Ça sentait la vermine, ça quoi. sentait la merde. Ça sentait la merde. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est Ils ont pas pas- réfléchi à l'odeur pour que ça sente comme le jeu. C'est pas possible. Et ça m'avait vraiment interloqué à un point. Donc Les voilà. livres de toilette ne sentent rien. Non mais tu vois, comme quoi tout est important à ce moment-là. Quand on arrive dans le magasin et qu'on regarde le bouquin, Sébastien Sellerin me disait récemment pour la sortie du premier JDR Mag, il me disait j'ai les dragons sur la couverture, c'est tout con, mais c'est 30% de vente en plus. Ça c'est l'emballage, tu vois. Il n'était pas forcé de mettre des dragons sur la couverture de son premier JDR Mag. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils voilà ça. Le Nyarlathotep qu'on a tweeté sur Facebook, j'allais dire, avec Flavie. Les masques Nyarlathotep avec Nitocris qui est à poil avec des tentacules qui lui rentrent Très dans le très cul. important, pas du tout évocateur. C'était C'était important, je pense, de montrer des fesses sur une couverture. c'est incroyable. Ça montrait vraiment ce qu'on allait jouer. Donc c'est Vraiment. Surtout dans du Cthulhu. Si dedans il n'y a pas Mais les d'illustration en tentacules, couleur, surtout. c'est vrai que c'est dommage de pas mettre des fesses en couleur, quoi. C'était peut-être un, c'était Mais tu vois, peut-être un Nyarlathotep HBO parce que. alors est-ce qu'on est d'accord là-dessus du coup pour dire ça c'est l'emballage? Porn, it's Ça c'est GDR. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus pour dire voilà l'emballage c'est ça, c'est les premiers contacts qu'on a avec le jeu tant au niveau visuel qu'au niveau odorat, qu'au niveau toucher, etc. Donc C'est on ne bon. parle pas de l'écriture. Point. Donc pour l'instant on parle pas de l'écriture. Non. D'accord. Mais- Non. Alors, avant d'ouvrir le livre et de le découvrir ou avant de l'acheter? Parce que moi, j'ai l'impression que quand je rentre dans une boutique, je me suis déjà renseigné sur le livre, les copains m'en ont parlé, je sais ce qu'il y a à savoir, et le livre il peut être dégueulasse ou pas, je vais l'acheter. Ah mais ça c'est ta pratique particulière de la chose. Mais c'est pas sûr que tous les rôlistes aient cette pratique-là. Ce que j'ai Qu'est-ce essayé que de... tu Première veux dire par expérience, là c'est pré-achat ou c'est pré-découverte du contenu? Les deux, on va aborder les deux. D'accord, Ah, ouais. d'accord, ok. Il y avait une chose aussi à laquelle je voulais en venir avec cette histoire de maquette, etc. C'est aussi que une bonne maquette qui est claire où tu trouveras facilement les informations te permettra de faire de meilleures parties ou en tout cas d'arriver plus vite à créer une partie et à créer une expérience optimale. Alors là, Ça, tu c'est parles clair, de la c'est- forme de la maquette. De l'ergonomie au final. de la- C'est dégueulasse, on va avoir de du mal à l'ergonomie, comprendre oui, de l'inversion. l'ergonomie. D'accord, très très bien. Mais pour moi, de belles illustrations peuvent faire partie de l'ergonomie parce qu'elles te mettent dans l'ambiance du jeu et elles te donnent des idées de scénario, par exemple. D'accord. Est-ce que ça vous est arrivé ici, autour de la table, d'acheter des choses dans le milieu du jeu de rôle toujours, hein, je vous demande pas de me parler de votre dernière chaussette, merci Flavie, donc tu peux baisser le bras. Est-ce que ça vous est arrivé parfois d'acheter des choses des jeux de rôle ou des accessoires liés aux jeux de rôle parce qu'ils étaient finalement bien emballés, jolis, etc.
Darky. Jamais. Jamais. Natacha, Non, pas pour le jeu de rôle. Je peux parler du livre ou vas-y, je t'en prie. parce que ça m'est arrivé par contre pour des romans ou des choses que j'étais vraiment lire et sans support jeu de rôle de me fier à ce que je lisais du résumé, à ce que je voyais de la couverture. Ça m'est arrivé, oui. D'accord. Moi, en livre La aussi, quatrième de couverture. Je fais Ouais. une collection des livres les plus dégueulasses trouvables en brocante avec des vieilles reliures complètement. Oui, mais ça c'est Peut-être génial. probable. Et du coup, l'odeur est très importante complètement. dans ce cas. Non, mais c'est vrai, l'odeur du vieux livre L'odeur de ou la au contraire, l'odeur du vieux livre ou au contraire du livre neuf a quand même une valeur. saveur, Bien sûr, évidemment. Une valeur affective. Flavie, toi, je sais que t'en as acheté un. Oui, moi j'ai acheté au tout début où j'étais. Oui, je sais bien, c'est celui-là dont je vais parler. Au tout début où Oh j'étais MJ, il y a un livre qui m'a fait de l'œil parce qu'il y avait des belles illustrations et ça avait l'air de parler de manga et de dragons. Et j'ai acheté Anima pour ça. Et j'ai même acheté, le jour où j'ai acheté le truc, je me suis dit, ah putain, il y a aussi un livre à côté avec un super écran. Ah bah j'ai tout acheté et puis ensuite j'ai bien regretté. Après, Adrien. t'as eu du papier toilette pendant plusieurs mois, non, c'est ça? Non, parce que le papier est lisse et c'est pas très agréable. C'était pas agréable. Et d'autant plus que sur les premières illus, c'était cool. Mais il y a quand même des illus hyper dégueux dans le jeu de rôle Anima. Il y en a qui sont très belles, mais soyons clairs, moi j'ai le souvenir d'un mec avec ou d'une fille, ça doit être une fille à gros nichon, je pense, vu Anima, avec un dragon à côté, mais c'était affreux comme, il y a des illustrations qui sont pas belles en plus dedans. Mais en tout cas, l'emballage était magnifique. C'était une belle couverture Ah oui, cartonnée c'était avec beau. un essai mat. Et par contre, soyons honnêtes, l'écran était très très beau. Ah non, mais c'est. Enfin voilà. Et c'était puis un ça, jeu qui était- ça permettait d'avoir les innombrables tableaux dont on a besoin pour jouer à Anima. Ouais, devant c'est un jeu soi. vraiment old school, presque à la. Comment ça s'appelle ce jeu déjà? Oh, putain. Rêve de Master dragon. Dungeon- Oui, pas Rêve de Dragon, ce genre de choses. Rollmaster, voilà, c'est ça. Merci Maxime. Donc voilà. La question de l'emballage a-t-elle fait également, enfin l'emballage en tout cas, Adrien, t'a-t-il convaincu un jour d'acheter un jeu particulier ou pas? Non, je pense Non, pas. jamais. Non. C'est. En fait, en général, je vais en boutique, C'est intéressant, hein. je regarde un petit peu ce qu'il y a. Ensuite, je vais aller me renseigner sur des forums avec des amis, voir des avis. D'accord. Et après, je reviens. Mais l'emballage n'est pas un élément discriminant. J'ai pas acheté énormément de livres dans des boutiques ou à des vendeurs. Enfin, j'ai plus souvent acheté, je pense, à des auteurs D'accord. qu'à des Ouais. Par vendeurs. contre- En tout cas, je connaissais le jeu d'avant et l'apparence n'était pas un facteur important. Par contre, ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse un sort aussi aux publicités. Il y a un portable sur la table à côté des micros. Il y a plusieurs portables et on les entend vraiment. C'est très désagréable. Ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse un sort aux publicités parce que je me rappelle que toi, t'as découvert Sens via une publicité quand même. Du coup, il y a peut-être ça qui a. C'est de l'emballage aussi. Ça, Ouais, non il y a une- Oui, effectivement. Ça a Oui, été c'est ça de qui a attiré ton l'emballage, œil quand même. Mais ce n'est pas l'emballage qui me fait que je l'ai acheté. Je suis sûr que Tu c'est t'es la renseigné phrase. là-dessus après. La phrase m'a interloqué, je me suis renseigné, Ouais. mais je n'ai pas acheté parce que j'ai vu la phrase. Je l'ai pas acheté parce que j'ai vu le bouquin. Tu t'es renseigné après, ouais. Je me suis Mais renseigné après. la première chose qui a attiré ton œil et qui a fait que tu t'es renseigné, c'est quand même ça. Oui, en fait, je pense qu'un des trucs qu'on peut dire dans ce sens-là, c'est que par exemple dans les boutiques de jeux de rôle, il y a souvent un rayon des vieux trucs d'occasion Mhm. qui sont tellement mal agencés, tellement mal présentés, tellement pas mis en valeur qu'en général tu feuillettes très rapidement, mais au final tu regardes même pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et donc là, l'emballage, c'est-à-dire l'aspect comment c'est présenté dans la boutique, fait que ces trucs-là, je me suis jamais vraiment renseigné sur eux. D'accord. Maxime? Moi, je dirais, je suis assez d'accord avec Adrien sur le fait que c'est pas une couverture seule qui va me faire acheter. En revanche, une belle couverture va probablement attirer mon attention, va faire que j'aurai plus tendance à aller voir le vendeur pour lui poser des questions sur quelque chose qui est avec une belle couverture, qui est bien emballée et qui a l'air de m'intéresser. Ça m'interloquera, je me renseignerai. Si c'est bien, ça m'incitera davantage. Et pareil, si j'entends de nom parler d'un jeu qui est super, j'aurais plus tendance à le retenir si je m'aperçois qu'en plus il est bien fait, qu'il a une belle maquette et voilà. D'accord, ok, très bien. Ça nous permet comme ça d'avoir une petite vision d'ensemble de cette table pour voir à quel point ici, en tout cas dans l'échantillon qu'on a, l'emballage est important pour vous. Par contre, j'ai un truc à rajouter justement sur ça, c'est que même si je n'ai pas acheté parce que c'était beau, je crois que je n'ai jamais acheté un livre qui était vraiment moche.
D'accord. Ah oui, donc tu vois, c'est à minima. Ce que tu dis, c'est que finalement, que l'emballage soit un minimum correct, C'est ça. c'est une condition. Tu vois, un des éléments moi, qui m'avait beaucoup frustré, par exemple, dans l'achat de Vermine, c'est que la couverture est sympa, le bouquin, en termes de clarté, en termes d'expérience qu'il propose, est bien. Par contre, les illustrations à l'intérieur sont vraiment affreuses. Enfin, je sais plus quel est l'auteur de ces illustrations. C'est un truc genre RRRRR, un truc comme ça, D'accord, ouais. qui ont rien à voir avec le jeu, qui sont juste affreuses. Et je pense que la couverture aurait été à l'aune de ça, je l'aurais pas acheté. D'accord. Pour autant, le prochain sens sort complètement dégueulasse parce qu'on change d'illustrateur tu vas l'acheter quand même. Enfin, tu vas te procurer quand même. Non, parce que je connais déjà la suite. Natacha, tu voulais intervenir avant que Oui, je voulais juste dire que moi, c'est un exemple. J'ai bien envie de me procurer un exemplaire de Vampire. La dernière chose, enfin les deux dernières choses qui me bloquent, il y en a une des deux, c'est la couverture parce que je la trouve moche, mais couverture dont on ne savait pas d'ailleurs vraiment ce qu'elle était quand on l'a testée et au final Ouais. tu perds ton bal. C'est une tombe, bah oui. Ouais, Et sinon, ce que tu peux faire, Natacha, c'est imprimer des photos de chatons et tu les colles sur la couverture. j'ai cru que t'allais me dire de imprimer le PDF. Et il faudra qu'on en à parle chaque fois que aussi. tu fais une blague, Adrien faudrait faire sonner les grelots. C'est Noël quand même. Il faut que ça va. Voilà. Alors la première chose que ça m'évoque, l'emballage, avant même. Bon moi franchement j'ai acheté quand j'étais plus jeune des jeux de rôle sur l'emballage. Hein. Ça m'est arrivé effectivement. C'est beau, la couverture est brillante. Voilà, tu vois la couverture d'Agon, ça te donne envie d'acheter direct. Par exemple, un jeu que j'ai acheté en partie sur l'emballage, c'est Nobilis. On en avait parlé et j'ai vu la couve super épurée, cette statue blanche et tout magnifique. Donc la version 2D sans face. Non. Si c'est 2D sans face, je crois. Et donc du coup, j'ai vu ça, j'ai fait ouais non mais si c'est un jeu qui est fait pour moi, ça se voit. Donc moi aussi, ça m'est arrivé d'avoir quand même des notions d'emballage. Alors le premier truc que ça m'évoque, moi, cette contrainte d'emballage, c'est bien sûr la notion de Fabien Hildwein, qui est celle du fétichisme de l'objet et de toutes les contraintes que ce fétichisme de l'objet fait peser en règle générale sur l'édition traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai quand même la sensation que les rôlistes ont un niveau d'exigence vis-à-vis des produits qu'ils achètent, et vous noterez que j'emploie volontairement le mot produit à ce moment-là. Ils ont un niveau d'exigence des produits qui sont très nettement au-dessus de ce que les éditeurs peuvent leur offrir au vu du marché actuel du jeu de rôle. Quand on sait qu'une base de jeu de rôle, c'est 500 exemplaires vendus, il est évident que si on veut faire une belle couverture cartonnée, des couleurs partout, et en gros soigner son emballage, eh bien, ça va faire qu'on va pas payer son illustrateur, qu'on va pas payer son auteur comme on le devrait, tout simplement parce que l'imprimeur va prendre une marge énorme, sachant qu'on a encore une marge au distrib et à la boutique à donner, on va pas pouvoir s'en sortir. Donc cette notion d'emballage, ça me fait penser à ça. Alors comme c'est une notion, le fétichisme de l'objet dont on a déjà beaucoup parlé sur la cellule, on va peut-être pas redévelopper là-dessus, sauf si je sais pas si certains. T'es d'accord avec cette notion de fétichisme de l'objet, toi, Maxime, par exemple Bah Ça te oui, parle oui, tout à fait. Enfin, L'idée que les contraintes que font peser les rôlistes sur l'objet, jeu de rôle, fait que ça coule de facto les éditeurs en fait. Oui, bah c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes qui se tournent vers le financement participatif parce que ça leur retire le risque financier. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, en premier lieu, l'argent pour payer le développement des objets. Excuse-moi, je finis. Et après, Adrien. Oui, donc ils ont... Le mot financement participatif a été prononcé, toutes les mains se lèvent. Oui. C'est incroyable. En ggros, l'impression est payée Tendance, d'avance et tout ce qui est vendu va payer la marge et ce qu'il y a autour. Voilà. Et c'est pour ça que cette méthode se développe autant. Je pense à l'excès, mais c'est vrai que si on veut pouvoir donner des livres aussi beaux et couverture rigide et couleurs, etc. pour tout le monde, bah, oui, mais on du peut coup, pas, tu on vois, peut pas prendre le risque. On revient sur une Ça, base de c'est un 50 scandale. €. C'est un scandale. Retirer le risque financier à l'éditeur, c'est que les éditeurs sont des connards. Le métier d'éditeur, c'est aussi d'assumer le risque financier. S'ils virent ce risque financier, il faut qu'ils diminuent leur marge d'autant. Et ce n'est pas fait. Je suis sûr que ce n'est pas fait. Au-delà de ça, Adrien, au-delà du scandale, c'est surtout que ça fait réaliser aux rôlistes que finalement, s'ils veulent une belle couverture cartonnée, ils vont devoir la payer 50-60 €. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, on arrive finalement à la réalité des choses qui est que le fétichisme de l'objet coûte cher en fait. Et que quand on voit des bases couverture cartonnées qui sont à 30-40 €, c'est que quelque part, où que ce soit, il y a quelqu'un qui s'est fait arnaquer.
Il y a forcément quelqu'un qui s'est fait arnaquer. C'est pas possible autrement. Il y a pas moyen. Quand on sait, enfin, moi, je pourrais vous parler de marge. Vraiment, quand on sait même les impôts et tout qu'on doit payer sur des bases qu'on vend, les taxes, la TVA, etc. C'est sûr. C'est pas possible qu'un auteur soit payé ou qu'un illustrateur soit payé correctement si la base est vendue 30 € quand on voit l'exigence. Donc, ok. Alors après, je crois que c'est 12 000 € à peu près pour faire un tirage de jeu classique, grosse base, couverture rigide, impression couleur, etc. Et tiré à 1000. Oui. Ça, c'est important de dire Mais, le nombre de tirages. oui et non, parce qu'en fait, quand on fait un petit tirage coûtera cher à l'unité. Ouais. Un gros tirage coûtera moins cher à l'unité. Mais Et ce au qu'il faut savoir, c'est que final, ça augmente très peu quand on multiplie. L'espérance de vente d'une base francophone, encore une fois, c'est 500. Est-ce que l'emballage, enfin, je veux dire, est-ce que ça vaut le coup de faire peser énormément de poids sur l'emballage à niveau 500 exemplaires? Et ça, voilà, c'est une question d'ordre éditorial qu'il faut se poser. Et attention, rôlistes, à ne pas, par votre exigence de la beauté de la base, faire peser sur les éditeurs des contraintes qui les coulent, qui les flinguent de fait, et qui fait que du coup vous nuisez votre désir d'emballage magnifique nuit à votre passion préférée. Mais est-ce que c'est pas inévitable à partir du moment où c'est un marché de niche, il va avoir peu de gens et passionnés, et donc forcément il va avoir des grosses exigences qualitatives sur le produit qui les passionne. Enfin, c'est pas la faute des rôlistes, c'est la faute des autres gens qui ne sont pas encore rôlistes. Ça, c'est excellent, bravo, putain, c'est une belle argumentation. C'est le deuxième point que soulève le fétichisme de l'objet, Darky, que tu es en train de dire là, c'est que ça fait dériver en fait le contenu qualitatif d'un produit de son emballage vers son contenu. C'est-à-dire que ce qui va en fait valoir le coup, ça ne va pas être son emballage, mais son produit. Il me semble que c'est ce qui est soutenu assez massivement par des gens qui fréquentent la cellule, hein, les indépendants par exemple qui fréquentent Silent Drift, etc. C'est l'idée que, ok, peut-être que c'est pas une couverture rigide, peut-être que c'est qu'un livre de 120 pages, peut-être que il n'y a pas de couleur à l'intérieur, mais le jeu, il est garanti 100% testé, 100% fonctionnel, et voilà, et il est garanti 100% bouleversant. Et donc du coup, il y a cette idée que ça, ce sont les effets, c'est plutôt positif, effectivement. Voilà, et ça c'est pas mal comme effet, Ouais, justement. complètement. Maxime. Je tiens à préciser qu'une base peut être très belle et très Fonctionnelle. sobre, oui, mais même belle avec de faibles moyens. Si l'illustrateur ou les illustrateurs sont bons, ils vont pouvoir faire des bons dessins, même en noir et blanc. Il y a des artistes qui font des choses sublimes en noir et blanc, que ce soit dans le domaine de la bande dessinée ou de l'illustration. Et donc on peut tout à fait employer ce genre de talent-là. Pareil, une couverture souple, je trouve pas ça désagréable. En plus, un format A5, c'est pratique à transporter. Couverture souple, c'est plus facile à feuilleter. Ça, c'est clair. Il y a plein de choses qui font que, au final, c'est pas parce que c'est pas luxueux que ça pose problème et que c'est une mauvaise forme. Tout à fait. D'ailleurs, Maxime, pour aller dans ton sens, la base de Nobilis et son format carré a posé énormément de problèmes à la fois de stockage et de transport aux rôlistes qui l'ont utilisé. Ça a été un véritable problème. Mais je crois même pour l'éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur qui reçoit ses livres carrés à stocker dans son local, c'est compliqué en fait. C'est vraiment un format... c'est super intéressant hein, comme format. L'idée est originale et tout ça, mais au final, ça va coûter au jeu. À mon avis, ce format étrange a coûté au jeu. Ne serait-ce que pour une raison toute conne, c'est quand tu es vendeur dans un magasin, comment tu exposes cette base dans une étagère ? Soit elle prend toute la place, Mais est-ce qu'en revanche, justement, la forme singulière de l'ouvrage ne fait pas aussi un éveil à la curiosité ? Si. Donc je pense que là, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant tout à fait. là-dessus. Mais si ça devient une nouvelle norme, au final, le défaut on le perd, l'avantage on le perd aussi. Mais je pense que c'est j'ai un pas calcul marketing qui doit être très intéressant à faire. Ouais, j'ai pas les chiffres effectivement. Mais du coup, le format A5 des attachant. indépendants, pour moi, éveille aussi à la curiosité, et en plus éveille à la curiosité des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu de rôle, parce que ça sera pas des grandes couvertures carrées, enfin pas carrées, rectangulaires, rigides. Ça ressemblera plus à des livres qu'ils ont l'habitude Ouais, ça de se rapproche voir. à ce qu'ils connaissent, Ouais. c'est-à-dire le roman. Flavie, tu voulais intervenir là-dessus ? Ouais, moi il y a un petit truc en fait, j'ai l'impression que Oula.
C'est la voix. Elle prend sa voix de. Ouais, il va y avoir un coup Ils de sont où gueule. les grelots, la fly? Non, justement, il y a pas de grelots là. J'ai l'impression qu'en fait, vendre un gros livre à couverture reliée, il y a un sous-entendu derrière qui dit « Ah, quand vous avez acheté mon gros livre, vous allez voir, il y a du contenu. Hein. Ah, vous allez avoir des trucs à jouer. Hein. Oh, ça va être cool. » Et généralement, en fait, c'est bien creux. On te rajoute plein d'endroits en fait où tu vas pouvoir jouer. Au final, tes PJ, ils vont jamais pouvoir aller. On te rajoute plein de promesses qu'en fait, tu vas jamais pouvoir aborder. Et donc, on se retrouve avec un jeu fourre-tout. Alors qu'un jeu un petit peu plus fin, bah ouais, il va peut-être être un petit peu mieux pensé. Ouais, on va pas te permettre de tout jouer, mais en fait, on va te faire jouer un jeu qui aura déjà été testé et auquel finalement on aura vraiment pensé. C'est ce que disait Maxime tout à l'heure quand il disait attention, c'est pas sobriété ne veut pas dire creux. Sobriété et inversement, foisonnement et générosité de la base et son volume ne veut pas dire qu'elle est généreuse en termes de et jeu, ça me fait etc. penser, tu vois, à Transformers vs Little Miss Sunshine, tu vois. Ah ouais, dans Transformers, le dernier, les robots, ils vont sur des dinosaures robots, il y a débauche de moyens, et au final, tu te retrouves avec un film bien creux, bien naze. Alors qu'en fait, tu vas sur Little Miss Sunshine, alors je prends exprès un film indé, hein, mais et où du coup tu vas découvrir un truc, tu vas vivre une expérience, une émotion. Moi je fais un peu des fois, alors c'est pas tout à fait vrai pour tous les gros jeux, des fois il y en a des très bien faits, hein. Ni pour les jeux indépendants d'ailleurs, parce que Ni pour les jeux indépendants, des fois il y a des creux. gros zouzes, mais c'est vrai dans le cinéma aussi, hein, il y a de la bonne bouse en indépendant, hein. Mais faut juste des fois se demander est-ce qu'on va acheter et se renseigner un peu en fait. C'est ça, moi je pense que ce qui compte, c'est il faut que l'emballage ne devienne plus une problématique. Il faut que vraiment, par les médias, par les gens qui proposent des critiques de jeux, où on puisse déterminer. Est-ce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de faire procès à la bêtise des gens qu'ils achètent juste à la couverture? Je pense que les gens sont intelligents et que comme nous, la couverture, c'est ce qui va éveiller leur attention. C'est un effet marketing, hein, certes, mais que derrière, ces gens vont quand même se renseigner sur le jeu. Ils connaissent des gens qui auront joué. Si les Ombres d'Esteren c'est bien vendu, c'est pas que parce que c'est joli, c'est aussi parce que ça a dû plaire à des ados qui en ont parlé à leurs potes, qui en ont parlé. Et ce qu'il y a derrière est ce qui fait vendre. Il y a une question d'œuf ou de la poule dans ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que malgré tout, l'éditeur, en fait, derrière l'emballage, il y a l'idée qu'il y a un conflit entre la personne qui propose le cadeau et la personne qui l'emballe. La problématique de l'emballage, c'est ça. Il y a un moment donné où la personne qui édite un jeu va dire « Je mets un dragon, je mets une fille à poil, je mets une couverture de telle manière, de telle couleur, parce qu'en ce moment, c'est ce qui se vend dans le milieu du jeu de rôle, etc. ou dans n'importe quel milieu. » Tu vois, il va y avoir un conflit entre celui qui emballe et celui qui est emballé. D'accord ? Et le truc donc, les personnes qui achètent sur l'emballage, ils conditionnent le comportement de l'éditeur pour l'emballement. Il y a comme un espèce de cercle. À mon avis, ces gens qui achètent vraiment que sur l'emballage sont minoritaires. Comment t'expliques alors que le chiffre de Sébastien Sellerin, 30% de vente. Et en plus, tu dis ça, mais quel homme dans un magasin de jeux de rôle n'a jamais été attiré par Nitocris à poil sur une couverture de Cthulhu? Je veux dire, il y a un moment donné, il faut être honnête, Adrien. Ça t'attire l'œil. Peut-être pas provoquer l'achat, mais dans un monde où l'offre est foisonnante, le simple fait de porter ton regard sur ça, c'est comme les pubs, plus elles sont bruyantes, plus elles sont débiles. Tu les regardes. Comme des cons d'ailleurs à la cellule, on tombe dans le piège. On est en train d'en parler maintenant. Donc c'est la preuve que ça marche, tu vois. Ils ont gagné. Le pari, il est gagné. À partir du moment où on parle d'une chose, c'est que la publicité a réussi. Hein. A réussi, exactement. Et donc, tu vois, en fait, qu'est-ce que tu proposes? Parce qu'au final, il y a pas de solution à ça. Ah si. Ce que je propose, c'est que la personne qui choisisse l'emballage soit la même qui fasse les choix créatifs à l'intérieur du truc. Mais ça, c'est mon avis d'indépendant. Là, je quitte mon rôle d'animateur du podcast, Adrien. Je donne l'avis de Romaric sur le sujet. Moi, mon avis sur le sujet, c'est qu'en fait, la problématique de l'emballage, c'est un problème à partir du moment où la personne qui emballe n'est pas la personne qui est emballée. Mais la personne qui est emballée, alors, quand tu passes chez un éditeur, selon ton contrat, tu peux avoir le droit de parole là-dessus et le droit de refuser de signer si ça ne correspond pas à ce que tu veux. Après, si l'éditeur est convaincant et te dit non, mais vaut mieux qu'il y ait une femme à poil parce que ça vendra mieux et que toi, en tant qu'auteur, tu te laisses convaincre,
je suis désolé, c'est quand même ta responsabilité parce que tu as accepté le deal. Hein. Je suis d'accord avec toi. Natacha, t'avais l'air de... Oui, je suis à la fois d'accord et pas ouais, d'accord mais avec moi, Adrien. le choix de non, finalement, je signe pas le contrat, il est toujours un peu caduque parce que, quand j'entends parler des auteurs de livres jeunesse, par exemple, qui passent par l'édition pas indépendante, t'as vraiment l'impression qu'ils ont quasiment le couteau sous la gorge pour certaines décisions et si jamais ils s'éditent pas avec les éditeurs, ils se retrouvent sur la paille, quoi. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au travail volontaire le dimanche. Il y a un énorme débat en ce moment en politique sur est-ce qu'on va travailler les jours fériés le dimanche ou pas. Et les gens disent mais c'est pas grave. Les gens vont donc être volontaires pour travailler le dimanche. Ceux qui n'auront pas envie de travailler le dimanche, ils travailleront pas le dimanche. Et les volontaires, ils travailleront le dimanche et ils seront peut-être mieux payés ou etc. Et en fait, alors sur le papier c'est super, sauf que quand tu signes ton contrat de travail, l'employeur il te demande vous êtes volontaire pour le dimanche ? Et là, si tu réponds non, par rapport à un mec qui pendant l'entretien, il va te dire ouais moi je suis volontaire pour bosser le dimanche, tu vas prendre celui qui est volontaire et pas celui qui ne l'est pas. Et donc il y a un peu cette idée, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement la même problématique, c'est-à-dire que quelque part, si tous les éditeurs du marché qui sont là, ils s'entendent pour mettre des dragons sur les couvertures, que tu le veuilles ou non, si tu as envie d'être édité et disponible en boutique, et ce qui est le cas, même parmi les indépendants qui gueulent, là, Flavie au fond de la pièce, je sais par exemple qu'elle gueule là sur l'emballage, machin et tout, mais par exemple, elle a des livres pour enfants sous le coude, elle a envie d'être diffusée dans les bibliothèques. Et moi je suis sûr qu'elle va être obligée de signer un contrat dans lequel c'est pas elle qui choisira l'emballage. C'est l'emballeur qui choisira l'emballage. Et l'emballeur, c'est l'éditeur. Et elle acceptera, c'est sûr qu'elle acceptera de se plier à ces contraintes parce qu'elle aura envie de signer ce contrat parce que la priorité pour elle, ce sera d'être dans les boutiques. Résultat, on aura une œuvre qui sera moins authentique que si c'était Flavie elle-même qui l'aurait mise dans les boutiques avec l'emballage qu'elle avait choisi. Donc ça c'est une première. Est-ce que finalement la problématique de l'emballage n'est pas liée à une problématique plus générale sur l'indépendance, l'éditeur, sur qui emballe, qui est emballé. Voilà. Il y a un peu de ça, parce qu'une solution serait de faire en sorte que les auteurs n'aient pas à tout prix envie d'être vendus, d'être rentables, par exemple. S'ils faisaient ça, si c'était pas non plus leur source numéro 1 d'argent pour manger, ils feraient avec moins d'intérêt de se travestir. Ils publieraient leur œuvre brute en s'en foutant, et au moins l'œuvre serait pure. Surtout que dans le milieu du jeu de rôle, peu de gens peuvent en vivre. La moitié des auteurs font ça plus par passion. En plus, eux, ils n'ont aucune raison de se plier à ce genre de démarche. Sauf d'être disponible dans les boutiques, parce que les auteurs, ils savent pas forcément comment démarcher des distributeurs, ils savent pas forcément comment vendre leurs jeux. Sur Internet, il y a pléthore de propositions, donc on sait pas comment s'imposer. Voilà. Je pensais par exemple à Narc sur les ateliers imaginaires qui nous parlait de son jeu Mana Earth. Qui est un jeu participatif en PDF, etc. Il venait présenter son jeu. Il disait mais comment je fais pour m'imposer en face de tout ce qui sort et tout. Voilà, mais personne n'y répond. Il part dans les abîmes et tout. Ce gars-là, un jour ou l'autre, peut-être qu'il aura envie d'aller voir un éditeur, et parce qu'il en aura marre d'attendre que son jour vienne, que son heure vienne. Donc voilà. Maxime. Oui, j'ai un peu perdu ce que je voulais dire. Oui, voilà. On dit dans le jeu de rôle, c'est très difficile d'en vivre, et donc les gens sont passionnés et sont au service de leur œuvre, mais au bout d'un moment, est-ce que ils doivent se poser la question de ce qui est au service de leur œuvre qu'ils veulent transmettre, c'est l'étendue de la diffusion ou la cohérence du produit. Ouais. Un signal est d'autant plus parasité s'il est envoyé très très loin que s'il est envoyé à proximité. C'est-à-dire que quand on envoie une onde radio, par exemple je prends mon talkie-walkie, je te parle de la pièce à pièce, il est très pur le signal. Et si je veux parler à l'autre bout de l'univers à des gens, il va forcément falloir qu'il y ait des parasites sur la ligne, si j'ose dire. C'est un peu ce que tu veux dire. C'est une espèce d'image. Oui, c'est l'idée, mais sauf qu'en fait, je dis pas juste la solution, c'est de diffuser un cercle ultra restreint en faisant le truc le plus authentique possible. Parce que c'est pas toujours vrai. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on peut être tellement authentique qu'on devient hermétique. C'est un autre débat, mais voilà. Au bout d'un moment, il faut quand même. Je me sens directement concerné. Il y a pas d'œuvre s'il y a pas d'auditoire, s'il y a pas de gens qui regardent. Oui, voilà, c'est ça. Et donc c'est une vraie question et qui dépend de ce que vous cherchez à transmettre.
pour moi, c'est important que l'auteur détermine lui-même son emballage, parce que pour moi, la forme et le fond de ce point de vue-là est identique. Typiquement, par exemple, Sens, si le livre il a un aspect philosophique, je parle du jeu que je connais, je suis désolé, mais le mieux, s'il a un aspect de livre de philo, c'est parce que c'est un livre de philo. Et je suis sûr qu'un éditeur, si s'était emparé de Sens, c'est pas ce qu'il en aurait fait. Donc, c'est important que ce soit la même personne qui parle. Est-ce que les notions de l'emballage vous inspirent autre chose, ou je pars sur un autre point que j'avais envie d'aborder sur cette thématique ? Non ? J'ai l'impression que d'un coup... Non, là, à moins qu'on continue à fond sur la question justement du fond, de la forme, de la cohérence entre l'emballage et le message à transmettre, mais c'est peut-être ce que tu allais enchaîner sur ce quoi. Certaines personnes disent, oui, c'est exactement là-dessus que j'ai enchaîné. Certaines personnes disent que certains auteurs font du tort à leur jeu. Typiquement, en choisissant l'emballage d'un livre A5 pour le Val, Sébastien Sellerin m'a déjà dit à de nombreuses reprises que je faisais du tort au Val. Que ce serait un jeu qui, en boîte, avec des cartes dédiées, avec une règle qui tient sur une page, marcherait, cartonnerait, etc. Et donc là, il y a la question aussi, on parle d'emballage et on la distingue de l'œuvre. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut vraiment faire cette distinction ? Est-ce que c'est si simple que ça de distinguer l'emballage et le contenu ? Le contenu et le contenant, si j'ose dire. Alors évidemment, on a envie de comparer ça à de la bière et dire c'est pas parce que je bois une bière dans un verre en verre ou dans un verre ou dans une bolée que ça va changer le goût de la bière. Et tout de suite, ça parle. Je suis sûre que les vrais amateurs de bière et d'alcool en général te diraient que c'est pas vrai en plus, parce que je crois que la forme du verre a une influence sur le goût. Mais... C'est bien possible. Les vrais amateurs de coca savent distinguer quel coca vient d'une canette en fer. C'est faux ou non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Les vrais amateurs de coca savent distinguer le coca qui vient du plastique, du verre ou du Pour autant, dans tous les cas, je bois du coca. Et le Val, s'il est lu en braille par un aveugle, que tu l'aies imprimé en A4 ou en A5, il lit le Val. Et par rapport à ça, moi, ce que je crois, c'est que ces gens sont des idéalistes du jeu de société. Au sens où ils pensent qu'il existe une meilleure manière de faire le Val que celle de son auteur. Et ça, j'y crois pas. C'est-à-dire que, pour moi, il faut distinguer deux choses. Les réalistes et les idéalistes du jeu de société. Du jeu. Il y a des gens qui pensent que, par exemple, le jeu prosopopée, dans l'idéal, est-ce que ça va, vous suivez ou pas ? J'ai l'impression. Oui. Dans l'idéal, c'est certains types de parties très particulières. Et certains disent, la base de Frédéric Sintès ne permet pas de faire les parties de prosopopée attendues par Frédéric Sintès lui-même. Ça sonne comme une espèce de paradoxe. Vous y croyez, vous, à ça ? Qu'il y avait il y avait une meilleure manière de faire la base de prosopopée pour jouer à prosopopée, par exemple. Est-ce que vous y croyez ? Il y a qu'une personne qui peut le savoir, c'est celui qui a fait la base, et s'il l'a fait, c'est qu'il est d'accord avec lui-même, quoi. Donc. Voilà. Alors dans ce cas-là, pourquoi pour le Val tu dis l'inverse ? Non, je dis pas l'inverse. Je dis juste, est-ce que tu penses vraiment que d'augmenter d'un centimètre ton bouquin, c'est plus le Val? Non. Non, voilà, je disais juste qu'il y avait un curseur quand même, quoi. Il faut savoir, il y a une substance dans le Val, et puis tu as l'emballage qui reste l'emballage. Au moins, il y a 1%. Enfin, il y a forcément une limite. Et ça, c'est un paradoxe. On en revient à est-ce que quelqu'un avec un seul cheveu, il est chauve Voilà, c'est ça, c'est un paradoxe saurite. C'est pas parce qu'il a un nom ça veut pas dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire. Quand on parle de l'emballage en règle générale, on parle du moment où deux personnes différentes regardent un jeu et disent oui, là le jeu a changé d'emballage. D'accord ? Typiquement, si je montre à quelqu'un un Val avec 1 cm de plus et un Val avec 1 cm de moins, la personne dira l'emballage c'est le même, la personne dira évidemment. D'accord ? Alors que si je te montre un Val en boîte et un Val en livre, l'emballage c'est le même, la personne dira non. Tu comprends, Darky ? Oui, bien parce sûr. Que si tu dis, si je rajoute 1 cm, puis 1 cm, puis 1 cm, on est face à un paradoxe horrible parce que fois tu dis, c'est exactement comme les gens qui disent ça me prendra 1 seconde. Or, 1 seconde, c'est rien, donc ça me prendra rien de temps. Ah oui, mais si ça te prend 1 heure, oui, mais 1 heure, c'est 3600 secondes, donc c'est 3600 fois rien, etc. Tu vois, c'est ça. Mais non, 1 heure et 1 seconde, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est que tu étais en train d'essayer de dire à un moment que le Val et son emballage faisaient partie du propos et tout était cohérent dans cette œuvre. Oui. Je suis pas sûr que tout soit cohérent dans... Tout ne respire pas le propos dans le Val. Tu as aussi des contraintes qui peuvent être changées.
Si tu changes enfin, Idéalisme de jeu, voilà. Darky, t'es en plein dans l'idéalisme du jeu. ouais, peut-être. Alors, Natacha, ça te fait Non, répondre moi ça me paraît complètement cohérent que ce soit un livre. Alors le format du livre, bon, j'en sais rien, mais avec des illustrations du tarot, parce que c'est une Mais c'est pas histoire. ça, c'est C'est pas pas ça, un jeu, c'est pas c'est ça une qu'il dit. histoire. C'est pas ça. Ouais. C'est pas ça qu'il dit. Il dit peut-être que tu aurais pu enlever 2 pages en réduisant un peu la police, peut-être que tu aurais pu changer les marges. Mais ça, c'est pas de l'emballage, les gars. Allô? C'est-à-dire que si vous montrez, par exemple, changer la police et les pages différentes, encore une fois, vous demandez ça à ma grand-mère, Très bien. vous lui montrez les 2 bouquins, vous dites Fais-le- est-ce que tu as changé l'emballage? Elle Fais-le va en dire 2 non, non. colonnes, Oui. en A4, Oui, mais ça reste le même jeu. oui, très bien. Bah, tu poses la question à quelqu'un, tu montes le livre en A5, tu lui montres en A4, tu lui demandes est-ce que tu as changé l'emballage, tu verras ce qu'il va te répondre, je suis sûr qu'il répondra non. Tu as changé le format, mais tu pas changé l'emballage. C'est ça que je veux dire. Les exemples que vous citez, ce ne sont pas des changements d'emballage. Change la couverture à la rigueur. Les personnes diront que c'est quand même le même jeu. Ouais, ça se trouve, ils diront juste t'as changé la couverture, mais t'as pas vraiment changé l'emballage. toi. Couverture, c'est pas l'emballage. Si, probablement. Là, probablement, les gens diront quand même. Si tu changes vraiment la couverture, si tu la fais passer par exemple de couleur en noir et blanc, ouais, je pense. Par exemple, est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement d'emballage entre la couverture du 1 et du 2 de Val? Pourtant, la couverture a changé. Mais par contre, s'il est pas sans couleur, là, oui, peut-être que vous trouverez qu'il y a un changement. Vous direz, putain, il a plus de pognon, Romaric Boyon. Non, Adrien, t'es pas d'accord avec... En fait, je comprends même plus de quoi on discute là. Je suis un peu perdu aussi. Mais si, mais la En fait, je définition vois pas pourquoi tu d'emballage... nous appelles idéaliste. Enfin, pourquoi t'appelles. Enfin, Parce que vous pensez que le jeu existe en dehors de son support. Vous pensez que le Val... Non, mais c'est pas forcément vous. Toi, je sais pas si t'es un idéaliste du jeu ou pas. Je sais que Darky l'est parce qu'on en a déjà discuté et que là, par exemple, il vient de dire un truc qui est très idéaliste, c'est-à-dire dire c'est pas parce que je change l'emballage que le jeu change. Alors en fait, il faut faire attention à ce qu'on met derrière le mot jeu. Parce que dans le Val, ce qui est le jeu, c'est pas le bouquin. Enfin, on peut. Alors, peut-être que ce qu'il entend par jeu, ce n'est pas le bouquin, mais c'est l'expérience d'une partie. Exactement. Et là, le livre n'a plus aucune importance. C'est-à-dire qu'on pourrait te mettre dans la tête directement les règles du jeu et comment y jouer, et tu aurais le jeu en tête. Mais c'est pas, on parle pas de la même chose peut-être. Alors Ouais, justement, c'est ça le truc. Et là, c'est très bien. C'est-à-dire que tu vois, tu dis, bah le jeu, c'est la partie du jeu, quoi. J'ai perdu d'ailleurs. J'ai perdu moi aussi. La partie du jeu d'un côté et de l'autre, comment on accède aux règles, c'est Ouais. ça? Et donc, est-ce que l'emballage, c'est pas uniquement le comment on accède aux règles selon vous? Non, parce que toi, ce que tu mets dans l'emballage, c'est vraiment juste un aspect mise en page et autres, alors que la manière dont tu l'écris, qu'on a dit qui n'était pas de l'emballage, bah, c'est quand même partie de l'œuvre sans être de l'emballage. Et c'est quelque chose qui est important aussi, mais qui n'est pas le jeu. Je te pose une question Merci. du coup, Adrien. C'est si jamais on refaisait le Val, mais pareil, pour le vendre plus, bah, on met des dragons partout et des nanas à poil. Est-ce qu'on va arriver au même parti quand bien même le texte serait le même? Voilà, ça c'est une excellente question. C'est une très bonne question. Ouais. Et en fonction de ta réponse, on verra. Mais en fait, en termes de jeu, ça change rien. Parce qu'en termes de jeu, tu joues, c'est un jeu de compétition, le Val. Et peu importe l'univers qu'il y a Moi, je derrière. suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Et tu vois, c'est là qu'on voit, tu vois, justement, que toi, je pense que tu es quelque part un idéaliste. Le Val Mais alors, en attention, soi. à nouveau, le Val, c'est un mauvais exemple parce que le Val est un jeu de société pour moi et pas un jeu de rôle. Ah bah c'est clairement un jeu de société. quoi. Et C'est donc, un jeu de les- société, oui. Ouais. Les distinctions que l'on faisait sur l'emballage et compagnie, elles sont peut-être pas. Bah, elles ont écoute, peut-être pas le même par sens exemple, ici. dans Magic, tu changes les images qui sont sur les cartes, tu gardes les mêmes effets. C'est quand même un jeu différent. C'est Ah quand non, même un jeu Bah, différent. non, Pas d'accord. enfin, non. Bah, Choi- Si, tu ça, choisis, va, c'est là, pas ça un change jeu la différent. couleur. Tu Ça choisis, change la couleur, ouais, tout à fait. tu choisis un thème science-fiction ou, Tu vas ou pas même faire- un thème réaliste, j'en sais rien moi, la guerre de 14. Bah, moi, j'ai avec les cartes moi, j'ai magiques. plus envie d'y jouer, par exemple. Je Tu te vois, donne un directement. exemple. Fly, par exemple, fait des jeux Moi, en par soignant les exemple, illustrations. clairement. à Magic, si tu soignes les illustrations, moi, j'y joue plus. Parce qu'en fait, moi, je choisis mes jeux, certes, en fonction, d'abord, j'avoue, en fonction de l'histoire que je veux faire. Et en fait, mes jeux de Magic doivent raconter une histoire. Donc, en fait, je choisis mes cartes d'abord en fonction des illustrations. Je fais tout un paquet et ensuite je vois dans ces trucs-là quelle mise en place de règles je peux faire, si je peux faire un truc rigolo et tout. Mais si tu me changes le packaging Magic, moi ça marche plus. Si tu, Voilà. tu prends les mêmes images mais tu les recolles sur les mêmes cartes, enfin différemment, tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. L'image de la carte A, tu la mets sur la carte B, et l'image de la carte B, tu la mets Et sur mais la carte le A. truc c'est que moi, en fait, à Magic,
Par exemple, tu vois, tous les trucs dont personne n'a rien à faire en bas, Les textes d'ambiance. les textes d'ambiance. En fait, moi, je joue avec les textes d'ambiance, mais les textes d'ambiance ont un rapport avec la carte et ils me permettent de me rappeler ce dont parle la carte et l'effet de la carte. Parce qu'en fait, Flavie retient les cartes par l'histoire. Ouais, bah, je jouerais différemment au même jeu. Et ce Mais serait non, pas le c'est même pas- jeu. Voilà. Bah non, Là, on est en plein idéalisme du jeu, en fait. ce serait C'est-à-dire pas que le même jeu d'Arky puisque serait pas le même jeu. l'effet de la carte va avec l'image. Ce que j'appelle l'idéalisme du jeu, les gars, c'est le fait que c'est le même jeu, sauf que c'est pas le même emballage, c'est pas les mêmes illus, etc. Mais c'est le même jeu, comme si le jeu existait indépendamment de son mode de présentation. Et ben ça, c'est faux. Magic, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des parties de Magic qui ont été faites. Ce n'est rien d'autre que les règles telles qu'elles sont décrites dans chacune des bases, etc. qui sont données, et tout a de l'importance. Les illus, les détails, les textes d'ambiance. Et là où je veux en venir, c'est que les réalistes du jeu de société disent le jeu, ce n'est rien d'autre que la façon dont réellement il est établi dans la base comme dans les parties qui sont jouées. C'est ça l'opposition. Alors pourquoi, et maintenant peut-être un cas d'école, un cas d'exemple qui te permettra de mieux comprendre cette théorie du réalisme du jeu et de l'idéalisme du jeu, pourquoi à un moment donné on a créé cette notion d'idéalisme du jeu? Pourquoi à un moment donné on a fait croire que le jeu existait indépendamment de son auteur? Mais moi je vais vous le dire, c'est parce que ça permet à l'éditeur de dire non mais t'en fais pas, hein, ce sera toujours ton jeu. Seulement nous, on va changer l'emballage. Est-ce que tu vois le truc? Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on fait un tour de passe-passe. On dit non, ce sera toujours ton jeu. Regarde, les mécaniques sont les mêmes. Entre les joueurs, il se passe. Je finis ça et après je te passe la parole, Darky. Ce sera tout pareil, sauf que ce sera pas emballé de la même manière. Eh ben oui, mais sauf que la manière dont c'est emballé, c'est le jeu, dira un réaliste. Alors que l'idéaliste dira non, peu importe comment il est emballé. Le jeu, c'est l'ensemble des règles qui le constituent. Et c'est vachement important, parce que selon qu'on est réaliste ou idéaliste, l'idéaliste, il peut faire des rééditions d'un jeu, par exemple. Ça lui pose aucun problème. Parce qu'il dit, non mais c'est que Toulouse, on le réédite, etc. Regardez, on change juste l'emballage, mais c'est le même jeu, vous l'aimez, etc. Donc vous allez aimer la réédition. Alors que le réaliste, il dit, non, Toulouse, tel que j'ai joué, ce n'est rien d'autre que la 5.5, avec cette couverture violette, à ce moment-là, avec ces jours-là, etc. etc. Je pense que cette distinction existait avant les éditeurs. Il y a des gens qui jouent au même jeu avec des cartes différentes dans des pays différents, et quand ils se sont retrouvés, ils se sont dit, ah tiens, c'est marrant, on joue au même jeu, mais pas avec les mêmes cartes. On confronte aussi la valeur de nos cartes pour savoir qui est en train de gagner, sauf que toi, tu as des valeurs différentes et c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, c'est quand même le même jeu. C'est plus sur la structure, c'est la même chose avec un emballage différent. C'est le même jeu, c'est bizarre. En fait, on n'appelle pas la même chose jeu. Ouais, je pense. Nous, le jeu, c'est l'aspect mécanique, c'est vraiment l'aspect l'ensemble des règles, quoi. Ben ouais, l'ensemble des règles. Mais l'ensemble des règles, elles sont où? Où est-ce qu'elles sont inscrites, les règles dont vous nous parlez là? Elles sont inscrites dans une base qui est numérotée, c'est la 5.5 par exemple. Non, parce que l'ensemble des règles, c'est l'ensemble des règles telles qu'on les joue, pas telles qu'elles sont expliquées. Ça, c'est différent parce que les règles peuvent être expliquées avec des erreurs. Il y a des jeux de plateau, il y a des erreurs dans les règles. Et quand tu joues, tu t'en rends compte et tu l'adaptes. Et très souvent, tu des fais erreurs de typo par exemple. Des erreurs de typo ou même des erreurs genre, ils te précisent pas si les cartes X ou Y doivent être jouées face cachée ou face visible. Mais tu te rends compte après en jouant que c'est évident, elles doivent être face cachée parce que sinon elles n'ont aucun intérêt. Bon, bah, du coup, tu joues au même jeu que les créateurs jouent parce qu'au final, tu te rends compte que après, plus tard, il y a un errata où ils te disent effectivement il fallait les jouer face cachée, évidemment. Mais le texte, c'est ce qui te permet de jouer au jeu. Intéressant, Adrien. Mais très ce n'est pas intéressant. c'est la voie d'accès au jeu. J'ai perdu au jeu, mais bon. Encore. Et juste un truc, les gars, et après je passe la parole à Natacha qui demande le micro depuis pas mal de temps. C'est la distinction. Il y a une distinction que fait la Forge qu'on n'a jamais fait ici sur la cellule et dont m'a parlé Christophe assez récemment. Tu la connais, Adrien? C'est la distinction. Le game et le play. Ah non. Je pensais à une distinction que tu es en train de souligner là entre les règles et le système. Pour la Forge, la notion de système recoupe uniquement les règles qui sont utilisées par la table au cours d'une partie donnée, alors que les règles sont l'ensemble des règles qui sont inscrites dans la base du jeu. Et cette distinction entre les règles d'un côté et le système, toi, ce que tu dis, c'est le jeu, le VAL, ce n'est rien d'autre que le système que les joueurs appliquent lorsqu'ils font des parties de VAL. Alors, et moi je dis non, le VAL, ce n'est rien d'autre que les règles qui sont inscrites dans la base. Et on retrouve comme ça, grâce à cette distinction entre le système et les règles, les idéalistes et les réalistes. C'est-à-dire que les réalistes disent un jeu, ce n'est rien d'autre que ses règles, alors que les idéalistes disent non, un jeu, ce n'est rien d'autre que son système et la manière dont les joueurs le prennent. On verra que ça tient pas forcément, mais tu vois, déjà, c'est bien. Il y a des liens entre les deux. Il y a effectivement, selon comment tu vas l'emballer, comment tu vas l'écrire, comment tout ça, ça va influencer comment les gens vont l'apprendre. Mais il n'empêche que ce que tu essayes en tant qu'auteur de vendre
enfin, le mécanisme de jeu que tu vends, c'est quand même un idéal de mécanisme que toi tu essayes de projeter sur ton livre pour l'expliquer clairement. Mais il n'empêche que ce que tu écris clairement sur le livre, ce n'est pas forcément tel que toi tu l'as aussi en tête. Enfin, tu vas l'écrire d'une façon qui te semble claire, mais c'est pas forcément le moyen le plus clair de l'expliquer aussi. D'accord. Ça, j'ai ramé pour vous expliquer le réalisme et l'idéalisme. Je suis désolé, j'ai un peu ramé. J'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait compris au départ. Si, ce que je veux on dire. a compris. Mais après, en fait, je pense que c'est comme d'habitude, hein, ça tient à la différence qu'on met derrière le sens d'un mot. Oui, tout à fait. Natacha, ça fait longtemps que tu... Oui, enfin, du coup, c'est plus tout à fait en rapport avec ce que vous venez de dire. Faut noter les trucs. Mais oui, mais je sais, mais Ah oui. si je le dis pas au moment où je D'accord. veux le dire, ça n'a plus d'intérêt. Bon, dans ce cas-là, faut taper sur les gens qui ont le micro. T'es sûr de ce que tu me dis là, Oh, hein ouais. Parce qu'on n'a pas encore parlé des PDF. Hein. Oui, en fait, pour moi, c'est une distinction. Le fait que l'auteur ne soit pas maître de son œuvre, c'est une distinction qui est déjà en littérature bien avant le jeu de rôle, je pense. Oui. Parce que il y a le courant que je connais toujours pas bien, mais qui existe toujours néanmoins, qui parle de la mort de l'auteur en disant qu'on peut tout dire d'un livre même si l'auteur y a pas pensé. Et donc du coup voilà, c'est encore ça. Oui, on en vient à cette l'idée qu'il y a probablement des choses qui l'ont influencé entre guillemets inconsciemment, qui sont peut-être cohérentes. Ouais, alors c'est une théorie qui est très liée effectivement à l'inconscient, mais qui l'a mis sans y avoir pensé, mais qui peut-être améliore. Je crois même que ça va encore plus loin en fait, mais probablement. Voilà. Je suis pas. Tu veux pas t'emballer. C'est ça. Le grelot. La vie. Si vous voulez intervenir. Alors, tout ce qui est, parce que j'ai pas énormément participé, j'ai pas mal écouté, tout ce qui est dit pour l'instant, en fait, me fait penser à une réflexion qui n'a pas été menée que par Radiohead, mais que j'ai connue par Radiohead, en fait, en musique. Le truc, c'est que en musique, ça me fait penser énormément à la prise de tête sur le jeu et les règles. Eux, ils partent du principe qu'ils ont créé la musique et que quand tu vas sur leur site, tu peux donner un différent niveau d'argent. Le premier niveau, en gros, c'est tu payes ce que tu veux pour avoir juste l'écoute. Il y a entre guillemets un deuxième niveau où eux, ils ont un peu chiadé une présentation de CD où tu achètes le CD avec la petite pochette. Et tu as entre guillemets le niveau 3 où là, il y a la pochette, plus de livrets, etc. Et en fait, ça me fait énormément penser à ça. Je pense que il pourrait y avoir différents niveaux, entre guillemets. Techniquement, oui, ça changerait pas ce qu'il y aurait autour de la table. On pourrait acheter juste le PDF écrit. Et puis, si ça nous plaît vraiment, on pourrait acheter le bouquin. Très bonne transition, Fly. Prendre sinon la grosse version collector. Ouais. Entre guillemets, ça change pas ce qu'il y a autour de la table et ce qui va se passer autour de la table. Mais quand même, quand on a le livre qui arrive, on n'a quand même pas le même affectif attaché à un PDF que l'affectif qu'on aura avec le livre, que l'affectif qu'on aura avec le truc qu'on aura trop aimé. C'est comme en ce moment, moi, avec mon calendrier de l'Avent Star Wars, où j'ai pas le même affectif que j'avais un calendrier de l'Avent tout simple et tout pourri sans Dark Vador déguisé en Père Noël. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur la planète Hoth. Bah oui, tout à fait. C'est hot. Mais en tout cas, une chose est sûre, dans ce que tu dis, c'est que Radiohead dit, voilà, nous, ce qui compte, c'est uniquement la musique, en fait, au final, et donc l'emballage, c'est vous qui choisissez en fonction de l'argent que vous donnez. C'est pas tout à fait ça ce qu'ils disent, parce qu'en fait, eux, ils précisent bien qu'en fait, ce qu'ils préfèrent, c'est l'emballage du CD où ils ont vraiment fait appel à des artistes qu'ils aiment, à ce genre de choses. Mais ils savent qu'il y a des gens, en fait, ils dépenseront pas l'argent pour ça et qu'ils en ont rien à foutre. Et donc, en fait, ils ont essayé de se rendre compte qu'en fait, ils avaient différents types de publics. Ils avaient le public qui écoute juste la musique, le public un peu comme moi parce que c'est Radiohead. Oh, j'ai le CD de Radiohead dans la main, c'est trop cool. Et puis ceux qui ont besoin du truc collector parce que c'est les fans ultime hardcore et que de toute façon ils voudront le truc en plus par rapport aux fans un peu moins hardcore. Évidemment. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à Radiohead c'est juste l'idée qu'au final, il n'y a pas une rupture nette. Entre c'est le même emballage, c'est pas le même. Mais oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On y revient. Son paradoxe Sorite. Exactement. Mais quand est-ce que quelqu'un dit c'est plus le même emballage, tu vois? Je dirais le chaud et le froid. Je dirais que changer toutes les illustrations, c'est un changement d'emballage. Oui, bien sûr. Passer d'une couverture rigide à souple, même changer les dimensions du livre,
ça peut pour moi passer encore. Il y aura effectivement pas le même affectif, mais on peut quand même transmettre le même sens avec une couverture rigide, une couverture souple. si les illustrations. Mais je suis pas sont les sûr mêmes, qu'une etc. couverture rigide et une couverture souple, les gens diraient c'est pas le même emballage. Même si les rôlistes sont attachés à la couverture rigide pour des raisons que je ne m'explique pas. Oui, non, mais voilà, c'est bien pour ça vraiment que une je dis maladie rôliste uniquement parce que Et peut-être la BD aussi. Il y a plein de mains qui se lèvent. Juste Flavie puis Adrien. Un Non. tout petit truc à dire pour la couverture rigide, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. C'est un truc qui me choque des fois quand je lis des critiques de jeux où il y a un paragraphe sur la présentation du livre avec oui, c'est un livre avec tant d'illustrations couleurs, une couverture cartonnée. Quel est le besoin de préciser ça? Enfin voilà, s'il y a un aspect qui me scandalise là-dessus, c'est vraiment le besoin de préciser ça. C'est comme les gens qui critiquent des livres en disant c'est un roman de 273 pages. Mais il y a pire que ça. Les publicités pour les romans maintenant ne paraissent pas sans le nombre de pages affichées en bas à droite de l'affiche. T'as jamais fait gaffe à ça? Non, Chaque fois qu'il y a des publicités pour des romans qui paraissent, c'est C'est particulièrement vrai en littérature jeunesse. Il y a marqué 90, enfin je sais pas, 25 €, 129 pages. Et ça me hérisse. Est-ce que tu crois que comme dans les supermarchés, on aura le prix à la page ou le prix au caractère? Ben moi, c'est ce que je me dis, et quand je vois ça, je me dis, j'achète pas ce bouquin. Mais ça m'étonne parce que dans les pubs Tiens, du voilà métro 2 parisien, kilos de lecture. Il y a des beaucoup Je de vous la pubs pour mets, des je vous en mets un bouquins peu et plus. autres, et j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Bon, je ferai attention. Flavie, tu voulais intervenir. Ouais, juste sur l'emballage, j'aimerais venir un tout petit peu plus sur le dématérialisé. Ouais. Parce que Ouais, on tourne autour de la question. Mais ça va venir, moi, c'est je vais sûr. parler de ça, mais en rapport à d'abord, pareil, hein, je reste sur mon idée Radiohead, et puis ensuite, je vais arriver ensuite sur l'idée CD, l'idée livre. Au début, moi, le truc de Radiohead, j'ai acheté des trucs en fait en dématérialisé. Au début, je les ai beaucoup écoutés, et Radiohead, il se trouve que je suis fan hardcore, donc j'ai acheté les trucs et j'étais trop contente avec mes petits CD. Les trucs que j'ai pas achetés en vrai, les trucs que j'ai achetés en dématérialisé, il s'avère, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, qu'en gros, je les ai tous mis, tous rangés au bout d'un moment sur mon ordi parce qu'ils prenaient de la place sur le dématérialisé. Alors, sur le moment, je les ai écoutés, mais en fait, maintenant, quand je recherche de la musique, je vais pas dans ce truc-là. Je vais dans les CD que j'ai en vrai. Et puis, en fait, c'est ceux-là qui m'importent. Et en fait, il y a beaucoup de musique que j'ai écoutée à une époque. En fait, c'est de la musique, c'est comme les papiers à chiottes. En fait, j'ai fini par le jeter, quoi. Et comme si ça m'intéressait moins parce que c'était en dématérialisé. Et le livre, en fait, je trouve que c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'au début, on va lire le PDF. Ah, c'est cool, hein. Mais en fait, le truc qu'on reprendra des années après, ce sera pas le PDF qu'on a du mal à lire sur le PC, mais ce sera le livre papier qui nous aura marqué et auquel finalement on aura un attachement. C'est ton expérience personnelle, Fly. Tu crois que c'est les humains, ils sont pas faits pour le PDF et ils aiment les livres, ou alors tu crois que c'est parce que tu as passé ta vie à contact des livres? En tout cas, je peux te dire que dans les chiottes, quand je lis un bouquin, c'est pas sur PC. Hein. Alors moi, je le formulerai autrement en fait. Je ferai référence à l'expérience que j'ai du jeu vidéo. Alors pareil, jeu vidéo, j'achetais en boîte, je trouvais ça joli. Il y avait une partie de fétichisme de l'objet, par contre là c'est assumé. D'ailleurs, quand j'étais petit, j'avais le droit de choisir que des jeux face à la pochette, et là on se faisait bien voir aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, sans internet c'était beaucoup plus compliqué. Oh là 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 là. Ouais. Bon, et depuis qu'il y a Steam, au début j'ai eu une grande période réfractaire à Steam parce que voilà. Mais au final, ce qui fait que Steam marche et ce qui fait que le support virtuel. Steam explique peut-être ce que c'est. Donc Steam, c'est une plateforme d'achat de jeux dématérialisés. Donc c'est un logiciel qui fait bibliothèque de jeux, qui est hyper bien foutu. Jeux vidéo. Hein. De jeux vidéo. Ouais. Et donc ce qui se passe, c'est que vu que l'ergonomie est bien foutue, les jeux vidéo sont bien classés, on n'a pas l'impression que c'est juste un PDF perdu sur notre disque dur. Et c'est ça, je pense, le gros problème pour l'instant des e-books, du PDF, du CD dématérialisé, c'est que vu qu'il n'a pas une structure adaptée dans notre hiérarchie informatique, on le considère, il va facilement tomber dans les limbes. Steam permet de ne pas avoir cet oubli du jeu, d'avoir notre étagère de jeu comme on l'a, comme tu l'as toi en Marie en haut. Et c'est juste une question d'habitude. Après, il y a une question alors en fait, c'est un fétichisme. Oui, mais là tu parles de jeux vidéo. En vrai, le livre à lire sur PDF, à part te niquer les yeux, il se passe pas grand chose. Alors Fly, c'est plus agréable de lire un e-book qu'un livre normal. Ça abîme moins les yeux. De deux, ça a été prouvé par la science. Non mais. Attends.
Et juste comment On vous entend pas ce quand vous parlez en dehors des micros, les ce gars. fétichisme de possession immatérielle existe aussi en musique. T'as beaucoup de sites avec tu te fabriques ta bibliothèque, tu finis par l'aimer parce qu'elle est bien agencée. En plus, elle est augmentée, quoi. Tu vois ce qu'écoutent tes copains, tu vois les recommandations, etc. Il existe aussi pour les livres, les grands lecteurs utilisent Goodreads et leur collection Amazon pour savoir, pour avoir une espèce de comment dire, d'archives de tout ce qu'ils ont lu, de pouvoir aussi voir les liens entre tout ce que lisent les gens qui lisent les mêmes livres, etc. Et ça existe. Enfin, en fait, la plateforme Steam pour la musique et pour les livres existe déjà et est très pratique. D'accord, je connais juste pas du tout. Après, pour le confort sur la lecture, sans lancer dans le gros troll, j'ai pas d'expérience d'avoir lu sur liseuse. Lire sur un écran, je suis d'accord, c'est inconfortable. C'est sur un écran de insupportable. PC. Horrible. Ouais. Par contre, lire sur une liseuse qui est un support vraiment différent, parce que c'est pas rétroéclairé, donc C'est une page imprimée en fait. c'est une page imprimée. Donc là, je peux pas juger. Je pense que c'est aussi parce qu'on est un. C'est pas, ça me choque pas de dire que je suis un peu rétrograde là-dessus, que je préfère le livre papier par principe. Et voilà, j'ai pas de. Non, Les deux sont bien. Voilà, ça me Les deux choque sont pas de très dire bien. ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'il faut assumer. Et après, peut-être essayer le support numérique pour. Ok, on pourra en dire du mal dans l'absolu, dire non, mais je suis contre pour l'idée. Mais après, on peut aussi lui rendre justice et lui dire que peut-être qu'effectivement, lire sur une liseuse, c'est quand même confortable. Natacha est révoltée. Natacha prend le micro, gueule Non, mais un qu'est-ce que coup. tu veux? Enfin, si tu Voilà, dis quoi. qu'il faut défendre. Non, moi j'ai pas envie de défendre, c'est tout. Enfin, et T'as pas envie de défendre quoi? j'ai pas envie de défendre les liseuses et d'essayer de leur trouver des bons côtés. Enfin, bah alors voilà, c'est parce que là, tel que tu viens de le dire, on arrête la discussion. Enfin, je suis désolée, mais je sais pas si ça me nique les yeux ou pas. C'est pas ça qui me pose problème, moi, dans les liseuses. Ce qui me pose problème, c'est que je suis désolée, mais c'est désagréable parce que tout le côté agréable du livre, justement, n'est pas présent. Moi, j'ai un rapport hyper sensuel à la lecture. J'ai besoin de la sensation du papier. J'ai besoin de l'odeur du papier. On en parlait tout à l'heure. Ouais. J'ai besoin de prendre des notes. Alors je sais, c'est possible de prendre des notes sur les liseuses, mais j'ai besoin de m'approprier le livre, de faire corps avec lui, et c'est pas possible avec de l'électronique. Bah, je pense que t'es imperméable à l'électronique, ça me va complètement. Mais dis pas quand même qu'ils sont tous pourris, les livres C'est ce électroniques. que je dis, un gamin qui ne lira que comme ça, il aura peut-être le même rapport hyper affectif avec ce support. J'espère que ça n'arrivera jamais. Bah voilà, c'est pas. Malheureusement, il est c'est déjà- triste pour le pauvre gamin qui justement aura connu ça et il saura pas comment manier un livre parce qu'il a toujours lu comme ça. Il aura peut-être l'odeur de sa liseuse qu'il est habitué, la sensation du contact de l'écran. Alors, pour toi, un livre écrit sur PC ou sur machine à écrire, C'est- sur machine à écrire, c'est un scandale. Pourquoi? Bah, Alors j'ai une préférence pour les livres manuscrits. D'accord, t'as une préférence. Complètement. Mais c'est Complètement. pas- pour autant, c'est pas un scandale. Mais d'écrire. pour autant, ce n'est pas un scandale parce qu'on garde la sensation du papier, on garde voilà. Et puis quand tu veux diffuser quelque chose, il faut bien à un moment donné que tu passes par quelque chose qui est plus simple. La normalisation des lettres fait quand même que le confort Oui, de lecture est plus agréable. Mais après, moi, je pense que si j'avais vécu à la fin du Moyen Âge et au début du XVIe, j'aurais été contre l'imprimerie. Je trouve ça incroyable de voir comme d'un coup, ce podcast est en train de s'emballer. Dès qu'on ne parle plus de l'emballage du jeu de rôle, mais de l'emballage du livre, c'est vraiment impressionnant. Pourquoi? Moi, je le sais pourquoi. Parce qu'en fait, le livre, c'est communément admis que c'est une œuvre. Personne n'irait contester ça. Alors que dans le cas du jeu de rôle, eh bien, l'idée, c'est que c'est un produit. Et du coup, ça choque beaucoup moins. Et voilà. Et là, Je suis pas d'un d'accord coup- avec cette idée, moi. Non, je mais pense non, que moi non plus, je suis pas d'accord. si on Mais regarde comme veut, le po- si on veut soigner ce qu'on fait, il faut De que ce fait- soit une œuvre aussi. Hein. De fait, regarde comme le podcast s'emballe quand on parle des livres, alors qu'il ne s'emballe pas du tout. Pourquoi? On va parler de dématérialisation et sur les jeux de rôle, c'est peut-être un peu moins populaire encore. Non, mais non, tu plaisantes ou quoi? Il y a des tas de gens qui demandent à ce C'est que faux. les PDF. Par exemple, quand on achète une base aujourd'hui, la norme pour les éditeurs, c'est de fournir un lien qui va C'est vrai, donner c'est vers vrai. un PDF pour que les gens puissent jouer avec Non, c'est vrai. leur base imprimée. Alors, par exemple, on entend Didier Guizeric sur une interview de Trick Track dire oui, mais le PDF ne pourra jamais rivaliser avec un livre dans le jeu de rôle parce que quand on cherche une information, en gros, tourner 2 pages, ça prend 4 secondes, alors que faire de la roulette avec une souris, ça prend forcément plus de temps. Bah, il paraît que le format numérique est quand même beaucoup plus approprié à la recherche parce que justement tu fais une. Ah non, touche mais et- ça, après, Mais c'est vrai que t'en c'est pas dans le discuteras débat. avec Non, mais lui. c'est vrai T'en que c'est- discuteras avec lui si tu veux, mais moi ça me, pour moi, chacun son truc si tu veux. Mais en tout cas, vous avez vu, comme avec le livre, tout de suite, vous avez vu comment ça s'emballe. Alors qu'en fait, on est en train de parler de l'emballage depuis tout à l'heure pour les jeux de rôle, ça s'est pas emballé pareil. Hein. Et pour C'est les marrant. non-voyants. Et pour les non-voyants. Bah, tiens, moi j'écoute mes livres en audiobook. Oui, non mais voilà, je dis, il y a des logiciels pour les non-voyants ou malvoyants
qui permettent d'avoir une lecture orale sur vocale sur le texte. Je pense pas que les éditeurs de jeux de rôle auraient les moyens de sortir une version en braille de leur jeu. Favi, t'avais envie d'intervenir tout à l'heure? C'était il y a fort lointain, du coup, maintenant. Non, mais par rapport au livre. Je voulais juste dire à Darky que là, tu m'as fait un argument Darky. Ce que maintenant j'appelle les arguments Darky. C'est le bon coup de entre la machine à écrire, la machine c'est ça à écrire et le. Attends, si t'as le choix, est-ce que tu préfères qu'on t'arrache un bras ou tu manges une carotte? J'ai envie de dire rien à voir. Machine à écrire. J'ai sauté Mange la carotte, hein, là. J'ai sauté une étape dans mon cerveau. Le discours de Natacha me faisait penser à un auteur mort depuis pas mal longtemps déjà, qui était passé à la télé, et on lui demandait justement ce qu'il pensait des livres écrits à la machine à écrire. Et il a regardé le présentateur avec des yeux de dément. Il a fait non mais l'écriture, c'est le bruit de la plume sur la feuille. C'est le gribouillis, c'est la sensation que j'ai. Un livre écrit avec une machine à écrire, c'est de la merde, je le lirai même pas. Parce que c'est un peu la même fureur quand Natacha dit moi j'espère que jamais personne touchera un livre, tu vois. Dans 15 ans quand Non mais voilà, c'est juste pour te dire que maintenant j'appelais ça les arguments Darky. D'accord. Et que maintenant, dans les podcasts, quand je participerai, quand j'en entendrai un, je te le ferai remarquer. Ça me va. C'est-à-dire que l'argument Darky, c'est un argument qui vous positionne dans un choix ou bien, et dans lequel ces deux ou bien sont, dans tous les cas, vous font tomber à l'endroit où Darky voulait. Mais ce que Darky oublie de dire, d'accord que soit t'as tort, soit j'ai raison, voilà, pour l'instant. Moi, tu sais avec quoi je suis d'accord? Je suis d'accord avec le fait que c'est sauf que en fait, techniquement, dans la vie, tout n'est pas soit ou bien A ou bien B. Il y a aussi le C, le D, le E, le F jusqu'au Z, et ensuite le Z' et le A' et le B', etc. Et donc en fait, c'est ça les arguments Darky. C'est des arguments un peu qui te mettent dans un cadre pour. Bref, fin de la parenthèse sur l'argument Darky qui n'a absolument rien à voir. Par contre, il y a un truc qui est clair maintenant, c'est que l'emballage. Alors, Darky, quand bien même tu aurais raison sur tout ce que tu dis et tout, comme quoi les gens qui soutiennent le livre sont rétrogrades et que ça te fait penser à des arguments passés. Oui, Non, mais quand bien même tu aurais raison, peu importe. Vous venez de montrer que l'emballage est capital. Parce que, en fait, tu vois, par exemple, la manière dont Natacha aborde le livre et la manière dont toi tu l'abordes, c'est pas la même chose. Et là, au niveau du bouquin, toi, par exemple, tu es persuadé que quand tu écoutes un livre en x2 accéléré dans ta voiture, tu as accès au même livre que lorsque Natacha lit Maupassant sur du papier jauni par les époques dans son livre. Il y a des études qui montrent que c'est pas le cas. On a demandé à des gens de lire sur des e-books et sur des livres, des vrais livres, une œuvre, et puis après un questionnaire a dévoilé qu'ils retenaient pas les mêmes choses. Donc je suis d'accord, ils ont pas la même expérience. Ça me fait tellement du bien de t'entendre dire ça, parce que la dernière fois qu'on avait eu cette conversation, tu me soutenais que quand t'écoutais le livre, tu retenais les mêmes choses que les gens qui lisaient sur le papier. Je suis tellement contente de t'entendre dire ça. Moi, je retiens autant de trucs que quand je lis sur le livre. C'est personnel. Mais en plus, je te l'avais déjà dit cette étude. Tu regardes mon doigt, je suis en train de le pointer du doigt, je fais ha. Moi, j'appelle ça un argument fly. Ah oui, t'as bien raison. De Natacha. En plus, je suis désolée, l'emballage. je reviens là-dessus, mais pour moi, l'aspect numérique désanimise le livre. Pour moi, il y a une part de... C'est très sens néant ce que je vais dire, mais il y a une part d'âme ou de je ne sais quoi qui existe dans le papier, dans la circulation du livre papier, dans les notes qui sont ajoutées, qui est imprimé en série par des grands rouleaux qui tournent toute la Oui, journée. mais n'empêche que le Pascal que Natacha a, c'est le mien, c'est moi qui le lui ai offert. Voilà, c'est pas le même que celui que Karine a dans sa bibliothèque. À quoi sommes-nous attachés? Est-ce qu'on est attaché aux mots et au sens qu'ils ont, ou est-ce qu'on est attaché aux gens? Et du coup, Exactement. les mots dans leur bouche prennent d'autant plus de signification que c'est des gens qu'on aime qui les Mon prononcent. premier e-book a été offert par mon frère et il est dans mon Oui, cœur. mais tu vois, c'est Oui, mais non, mais ton tu as raison. premier e-book. Tu as raison. Il est passé où cet e-book en question? Sur mon Kindle. sur ma liseuse, Kindle quoi. Bueno. Ouais, d'accord, mais Kindle, je veux dire, Il est dans ma bibliothèque, si tu veux. Et ton Kindle, c'est le même que le premier que t'as acheté. Oui, j'en ai qu'un. Oui, mais enfin, il y a un moment donné où tu vas le jeter, et moi, je jette Honnêtement, très rarement je mes pense livres. pas parce que je suis très attaché à ce Kindle. Natacha, c'est quel bouquin que t'as en 4 exemplaires dans ta bibliothèque? Les Fleurs du Mal, je crois. D'accord. Mais ça, c'est parce Donc que. on verra quand il aura son 5e Kindle, tu pourras commencer à le critiquer, je pense. Non, mais attends, et les Fleurs du Mal, c'est pas vrai, c'est aussi parce que. Alors, déjà, je reçois des livres, en tant que prof, je reçois des livres gratuits de la part des éditeurs. Et ça me permet, du coup, comme ça, de pouvoir avoir une édition notée
que j'utilise pour moi et une édition notée que je photocopie pas notée que je photocopie pour mes élèves. En fait, Natacha, quand même, je renie pas le fait qu'un livre est une âme. Quand tu le prends, tu le sens en fait. Tu touches les pages, tu lis les mots. Mais par contre, tu peux pas dire qu'il y en a pas non plus dans les autres formats. Ils te touchent pas, tu le ressens pas. Mais peut-être que certains le ressentent. Flavie. Ouais, moi ça me fait penser à une discussion et ce sera la dernière fois que je vais intervenir dans ce podcast parce que le petit enfant Jésus s'est réveillé, donc je vous laisserai. Ça me fait penser Changer son emballage, c'est ça? Notamment. C'est Noël, c'est Noël. Ah là là. C'est mon petit cadeau, mais c'est pas ça que j'avais commandé. Petit caca tout mou. On va pas chanter jusqu'au bout quand même. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec toi, Darky. Décidément, c'est toujours l'arc qui mange là et l'argument Darky. Où en fait, on a les mêmes limitations. Où en gros, j'ai l'impression que voir la raison, l'esprit des Lumières, oui, nous devons tous être des esprits pensant uniquement de la raison, face à la nana qui dit bah non, je suis pas d'accord, on est aussi énormément de sentiments, et c'est comme quand tu m'avais posé la question, ouais mais attends, si t'apprenais que Romaric c'était un robot, tu l'aimerais quand même, et je t'avais dit bah non, je me sentirais trahie, et oui, je t'avais des arguments d'Arky. Et ça me fait vraiment penser à ça en fait. Et Soren, je suis ton père. ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que il y en a, ben oui, ils ont pas besoin de ça ils ont pas besoin d'avoir ce truc papier pour se dire que c'est pas grave, c'est un livre, de toute façon ils l'écoutent, mais je crois qu'on n'a pas le même rapport à la lecture, toi et moi en fait. Mais je sais pas si ce que je viens de... Moi, j'ai de la magie quand j'écoute un livre ou quand je le lis. Enfin, je veux dire. Mais je te dis, on n'a pas le même rapport. Non, mais ça me va, Pour moi, le livre audio est encore une problématique différente. Hein. Mais c'est marrant parce que encore une fois, j'ai les vraiment gars, pas l'impression d'être on est contre toi là. plein dans Toi, la- t'es contre moi, mais je On pense est être en d'accord plein avec toi. Tout contre. Encore une fois, on est en plein dans la problématique idéalisme versus réalisme. Il y en a un qui dit le Maupassant, ce n'est rien d'autre que le livre réel que j'ai lu, que je tiens dans les mains, et l'autre qui dit non, le livre de Maupassant existe de toute éternité dans le monde des idées, et quiconque l'imprime depuis cette idée platonicienne de Maupassant sur n'importe quel support possible a accès au livre de Maupassant. On est en plein dans le débat entre Platon et Aristote, plein Vous la laisse, gueule. bonne dinde Et de on Noël. a 3000 ans de marron. plus. Alors, Bon marron. plus ou bonne moins. dinde. 2000 ans de plus plus. ou moins, ce que tu dis, c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire ce que je pense, c'est Adrien. que à part le premier livre écrit de la main par l'auteur, tous les autres sont forcément des projections de cette idée, donc que ce soit sur un livre ou sur autre Oui, chose. mais T'as forcément une petite approximation, un petit écart, un petit quelque chose. Mais- le truc, c'est que tu peux pas Natacha. parler de premier livre écrit par l'auteur en fait, parce que je pense par exemple à la démarche de Balzac ou à la démarche de Victor Hugo quand il écrit ses pièces. Il marche en canard, c'est ça? Exactement. Tu parles de toute littérature, toutes les versions Alors historiques. qui amènent Balzac, j'avais entendu un truc comme ça. Balzac, quand il écrivait, il commençait par envoyer une première version de son manuscrit aux imprimeurs, et c'était tellement annoté. Il y avait des phrases qui avaient juste, c'était des suites de mots, il n'y avait pas de verbes, que les imprimeurs ne comprenaient rien. Et donc, ils étaient obligés de renvoyer l'épreuve à Balzac avec 2-3 notes, histoire de dire il faut qu'on corrige ça. Ou WTF. Et Qu'est-ce que c'est que ça Exactement. Et il y avait Non, comme ça. alors à l'époque, c'était quoi la baise? QLB. Et il y avait comme ça 15 milliards. Il y avait comme ça vraiment plusieurs allers-retours entre les imprimeurs et Balzac jusqu'à ce que Balzac envoie sa dernière épreuve qui serait imprimée. Du coup, c'est quoi le livre de Balzac? C'est la première version qu'il envoie ou c'est la dernière? Ça, C'est celle que Balzac lui-même décrit comme la dernière version de mon livre. Non? Il me semble. Ouais, hein. je pense. Ouais. Enfin, à moins que les éditeurs aient imprimé la troisième alors parce qu'ils voulaient le troller, lui faire envoyer 15 000 épreuves. Autre exemple également, Victor Hugo, quand il écrivait ses pièces, donc il écrivait ses pièces et il les montait directement. Je crois qu'elles n'étaient pas publiées avant d'être montées. Est-ce que c'était bien monté? Petit coup de grelot, hop là. Voilà. Oh. Et donc, quand il assistait aux représentations, il prenait des notes sur la réaction du public au fur et à mesure, et il ajoutait les réactions du public dans ses versions corrigées, et même il ajoutait des didascalies et des indications de jeu en fonction de la mise en scène
à laquelle il avait participé et à laquelle il avait assisté. Je croyais que tu allais nous dire un truc super méta, genre il notait en didascalie les rires du public, puis ensuite il retournait voir la pièce avec les didascalies, puis il notait les nouvelles didascalies. Les pièces de théâtre, est-ce que c'est pas un peu comme une partition de musique ? Il y a un peu le côté représentation. Alors, en plus, pour le théâtre, c'est hyper compliqué parce que c'est comme pour le jeu de rôle en fait. La représentation est un commentaire. Oui, c'est comme pour le jeu de rôle. En fait, techniquement, peut-être revenir à la question du jeu de rôle au final là-dedans. Non, mais tout ça pour c'est dire intéressant de faire des quelle version est la finale, quelle version est la version finale, quelle version est celle de Victor Hugo. En fait, moi je trouve qu'à chaque fois qu'on parle de tout ça, on dérive toujours sur un autre art, sur un autre média. Dans l'entretien que Jérôme Larrey a publié pour Coralie David, il parle de la grammaire du jeu de rôle et il explique que de toute façon, comme le jeu de rôle est un média très récent, on n'a pas le choix que de s'inspirer d'autres médias pour en parler et il appelle ça faire la grammaire du jeu de rôle et inventer la... Et je trouve que c'est vraiment très intéressant ces passages. Et il faut que je les relise parce que là je vous en parle comme ça à chaud, mais il y a toute une réflexion sur la manière dont on peut utiliser les termes du cinéma pour parler du jeu de rôle, etc. Et est-ce que c'est pertinent ou pas ? Il dit oui, pour un média qui commence à être créé, c'est peut-être pertinent, mais il faudra tôt ou tard que le jeu de rôle invente sa propre grammaire. Et on voit bien, mais moi ce que je trouve fascinant dans ce podcast, c'est la manière dont quand on parle du jeu de rôle, ça vous intéresse pas. C'est-à-dire que la question de l'emballage vous intéresse pas, ça vous passionne pas. Alors que moi j'étais à fond dedans. Si on écoute le début du podcast, il y a des moments où je parle tout seul. Et là, c'est vous qui parlez sur le livre et tout ça. Et moi, d'un coup, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Moi, ça c'est une question que je me pose. Alors revenons au jeu de rôle. Alors déjà, peut-être se recentrer aussi sur la question de l'emballage en termes d'illustration, mise en page, etc. Alors, en termes de graphisme, en fait, ce qu'on appelle le graphisme. Oui, voilà. Mais parce que je sais pas, c'est mon domaine et j'ai peut-être plus de choses à dire là-dessus. L'agence aurait-elle été la même agence, le même si tu n'étais pas intervenu dessus pour, par exemple, les aides de jeu, les notes, mettre des petits trombones dessus pour montrer que c'était des notes, etc. Enfin, tu vois, c'est signifiant, ça signifie des choses quand même. Et toi, Adrien, le fait, en tant qu'indépendant, d'avoir validé tous ces choix-là, ça fait quand même un travail, tu vois, que tu as choisi d'illustrer comme ça, de mettre en page comme ça. Ouais, oui. Voilà. Et du coup, ça donne du sens à ton propos, davantage. Oui. Ça amplifie. Oui, il y aurait pu avoir une espionne à poil sur la couverture, ça aurait pas non plus choqué, je pense. D'ailleurs, il faudra peut-être y réfléchir sur le dos d'un dragon mécanique. Et tu vois, moi je pense que si on n'est pas révolté quand on parle, il y aurait pu y avoir une espionne à poil, etc. Et que ça ne vous emballe pas, c'est-à-dire que là il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de Flavie en train de gueuler, il n'y a pas de Natacha qui gueule, c'est parce que dans le fond, en fait, au plus profond de vous, vous dites que le jeu de rôle, c'est un produit. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais très bien que je pense pas ça, Romaric. Oui, mais c'est étrange alors dans moi, ce cas-là. Mais parce qu'on parle pas de l'écriture. Et moi, j'arrête pas de dire que pour moi, le jeu de rôle, c'est une œuvre à part entière. Mais tu vois, tu ne te consacres qu'à l'écriture. À partir du moment, oui, mais parce que c'est. Oui, c'est parce que c'est ton domaine. Je prêche pour ma paroisse. Je suis désolée. Non, je pense qu'on reviendra forcément sur l'écriture à un moment ou à un autre. Ce que je veux te dire en fait, Natacha, c'est que tant qu'on touche pas à l'écriture dans le jeu de rôle, ça te comment dire ça. Mais tout à l'heure quand on parlait d'idéalisme et de réalisme sur le jeu, j'ai pas réagi parce que il y avait du monde qui parlait, mais j'étais d'accord avec tout ce que tu disais fondamentalement. D'accord. Et moi qu'on me dise le Val c'est le même jeu que si on le sort dans une boîte en bois avec des cartes, ça me choque. Si je suis désolée, ça me choque. D'accord. Ouais. C'est parce que c'est pas un podcast filmé et toutes les grimaces que je fais en permanence on les voit pas quoi. Mais c'était assez formidable. Au fait, pour revenir sur l'idée d'Adrien de rajouter des dragons mécaniques et des femmes à poil, il y a quand même un petit effort qui est fait dans l'agence. Il y a quand même un espion à poil à un moment, mais c'est un homme. Et c'est un espion, mais oui, donc c'est d'autant mieux. Je me suis dit qu'il fallait faire un petit effort pour le public féminin ou homme homosexuel, etc. Mais il est en train de s'échapper d'un lit, c'est ça l'illustration ? Il est en train de fouiller dans les affaires d'une femme qui est probablement suspecte ou liée à une affaire. Oh là là, j'avais pas compris ça, je croyais qu'il s'échappait à cause de la nuit qui venait de passer en scrud. Les deux interprétations se valent. Ah, c'est rigolo. Ouais, quand tu regardes l'image, les deux se valent, je pense. Bon. Si tu regardes attentivement, alors je sais pas si l'impression permet de le voir, on s'aperçoit qu'il y a un pistolet dans la valise qu'il est en train de fouiller. Mais alors c'est peut-être trop sombre. Ça aussi l'autre interprétation, ça pourrait être sa valise qu'il est en train de faire avec le pistolet dedans. Tout à fait. Mais du coup, ça montre la profondeur de ton travail. Merci. Et on revient un peu sur la mort de l'auteur où les interprétations des autres personnes sont tout à fait valides. Et ça prouve aussi qu'une situation en elle-même n'est pas suffisante pour dire ce qui se passe. Ça rejoint aussi l'idée que l'ensemble des faits ne dit pas ce pourquoi les gens les font. Tout à fait.
on s'éloigne un petit peu et on va encore dériver vers un autre média. Mais c'est Noël. C'est quelque chose dont on a beaucoup, qui a été théorisé pour le cinéma. On parle d'effet Kuleshov, c'est-à-dire en fait un plan au cinéma n'a de sens que par rapport au plan qui précède et au plan qui suit, qui eux-mêmes n'ont de sens que par rapport à ce qui précède et ce qui suit, ce qui fait que voilà, l'ensemble a un sens et pas chaque élément pris séparément. D'accord, ok. Ouais, et donc mais du coup c'est ce que je trouve intéressant avec les illustrations de jeux de rôle où on représente juste une scène, c'est que ça force les lecteurs à s'interroger sur ce qu'il y a avant et après, et c'est ça aussi qui peut créer des idées de jeux et de situations de jeu. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des choses à ajouter ? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur l'emballage ou est-ce qu'on peut conclure ? Moi, je pense... Flavie arrive. Bon, quand je suis allée changer mon petit cadeau de Noël, j'ai eu un super argument pour tout à l'heure. Voilà. Pense à moi quand tu regardes des couches. Super. Oh, Darky. Un beau cacatourou. Oh là 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 là. J'ai un petit argument. Moi, j'espère qu'on atteint le point Godwin à la fin de ce podcast. Sinon, il est pas complet. Incroyable. Alors, mon argument est celui-ci. Malheureusement, j'ai un petit bonhomme de 10 kilos dans les bras, donc je pourrais pas rester longtemps. C'est bien d'avoir des livres sur liseuse, mais comment tu fais pour mettre les enfants à un âge très jeune au livre ? Tu leur files une liseuse qu'ils peuvent jeter par terre et défoncer, ou tu leur files des livres en vrai pour qu'ils aient le côté affectif ? Les enfants, ils sont amoureux des livres. Ben voilà, c'est tout. Et ils font bien. Bon après, moi j'ai fini ma tablette l'autre jour à Soren, il a su s'en servir assez parfaitement pour regarder des photos. Bon, t'as dû te racheter une tablette, mais... Bon, quand il l'a cassé par terre ou mis dans la bouche, c'était déjà beaucoup plus compliqué. C'était beaucoup plus complexe. T'avais un autre point à aborder sur l'emballage avant qu'on conclue ? Oui, bah c'était... en fait, je pensais revenir en direction de Flavie et de l'écriture, où moi je voulais parler de mon expérience... pour mon projet de diplôme, en fait, pour redonner un peu de contexte, j'avais fait... Tu fasses du cool-off, avec, là, ou je sais pas quoi. Là. Avec un... du contexte là-dedans. Avec un ami, un camarade, on a travaillé ensemble sur un projet d'illustration. En fait, on a imaginé un univers de science-fiction, on l'a illustré et on l'a présenté sous forme de magazine avec des articles qui présentaient différents aspects de l'univers. Donc des interviews, une interview d'un politicien, d'une femme d'affaires, etc. Et en fait, dans notre processus, les illustrations étaient aussi importantes que le texte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a j'ai eu une idée d'ambiance, une espèce de base spatiale sur laquelle il s'est passé des choses bizarres. Ouais. J'ai commencé à faire des illustrations. Ensuite, j'ai écrit l'article qui est une espèce d'enquête sur la catastrophe, avec des théories diverses et variées, un peu des théories du complot comme on peut avoir sur le 11 septembre. D'accord. L'illustration qu'on considère en général comme de l'emballage a fait partie du processus créatif. Parce que vous êtes des artistes, les gars. Parce que vous êtes des artistes. Et donc vous, votre... C'est-à-dire que en fait, il faut bien qu'on soit d'accord que quand on parle du jeu L'Agence, on parle de... C'est qui l'auteur au final ? C'est Adrien qui fait appel à toi pour faire une couverture. D'accord ? Je simplifie. Mais par contre, quand on parle de ton dessin à part entière, là, on parle plus de la même chose. L'emballage de ton dessin à toi, ça va être est-ce qu'il est sur papier mat ? Est-ce qu'il est sur papier avec glacé ? Est-ce qu'il est, etc. Ça va être, est-ce qu'il est encadré ? Où est-ce qu'il est placé ? Je ne le nie absolument pas. Je dis juste que cette question de qu'est-ce qui est de l'emballage et qu'est-ce qui est l'œuvre dépend vraiment du processus de la personne. Par exemple, j'ai pas eu l'occasion de lire, mais il y a eu beaucoup dans le domaine de l'édition pulp une tendance à demander à un artiste de faire une couverture vendeuse et ensuite l'auteur, on lui donne la couverture et puis on lui dit fais-nous quelque chose là-dessus. Ouais. Je sais que ça se fait dans le jeu de rôle aussi. Et voilà, ça peut paraître horrifiant pour certaines personnes. Non, mais moi je dis pourquoi pas. Moi ça me fait penser au film de Quentin Tarantino et de comment il s'appelait, celui où ils avaient fait des films le Boulevard de la Mort et tout ça. Boulevard de la Mort. Non, Pulp Fiction, quand il voulait faire une succession de... Non, pardon, excuse-moi. Je parlais de Machete, où il avait fait une parodie de bande-annonce dans son film Boulevard de la Mort et compagnie, et où ensuite ils ont fait le film qui correspond à la bande-annonce. C'est un petit peu ça, je pense, que disait Maxime. Au cœur de la pop culture, où la couverture est aussi importante. Ce que tu veux dire, c'est que l'emballage, la notion d'emballage dépend beaucoup de quel point de vue on se situe. C'est ça que tu veux dire ?
Oui, alors oui, ça dépend en fait dans quel ordre ça vient entre guillemets. D'accord. En fait, c'est quelque chose dont on a parlé hier soir et dont on n'a pas parlé pendant le podcast. Pour moi, en fait, voilà, le fond et la forme n'existent pas. Il y a juste des choix créatifs D'accord. qui sont à un moment Je suis donné d'accord avec cohérents toi. ou pas Je suis vraiment d'accord avec toi. entre eux et qui du coup servent le propos de l'auteur. Si l'auteur est d'ailleurs confus sur son propos, il fera peut-être des choix, fautes dans les règles, choix incohérents et il Ouais. aboutira à une œuvre insipide. Mm. Ou bancale d'une façon tout à Donc, fait charmante et Donc pour intéressante. toi, si l'auteur, alors ça c'est intéressant, si l'auteur choisit l'emballage, on peut pas alors parler d'emballage, mais Ouais. vraiment de. Moi, j'allais rebondir là-dessus en disant, est-ce Adrien. que l'emballage, c'est pas toutes les étapes qui ont lieu après ce que l'on a fait nous? Parce que pour l'éditeur, l'emballage, c'est le transporteur qui a mis du plastique autour du bouquin. Ouais. Et pas du tout les... Ah ouais, putain, c'est génial comme définition. pour le vendeur à la boutique, l'emballage du bouquin, ça va être comment il le présente dans la vitrine. Oh putain, mais oui, c'est ça. Et, Et donc en fait, c'est en, juste. en tant qu'auteur, Putain, le c'est un moment... indexical. Le terme emballage est un terme indexical. Le Parce moment- que selon qui le dit, Ouais. c'est pas, on fait pas référence aux mêmes choses. Le moment où l'auteur parle d'emballage, c'est à partir du moment où l'œuvre lui échappe. C'est-à-dire où il l'a plus sous la main, où c'est plus lui qui a le contrôle de ce qu'il en fait. Mais ça peut être parce qu'il est plus créatif dessus, parce que l'éditeur vient faire des étapes créatives, mais ça peut être aussi parce que il l'a fini. Par exemple, toi, quand tu envoies le sens, t'aurais pas envie de l'envoyer dans des enveloppes sympas et pas dans des enveloppes toutes moches de la poste? De la poste, ouais, si. Et t'as pas contrôle sur l'emballage. Non. Le gars, comment il le reçoit? Si c'était un Putain. garde de l'Omicron en Intéressant, tenue ça. avec un blaster à plasma qui venait le donner en main propre. Ouais. Ou alors une lettre un peu plus stylée, Voilà. façon on a trouvé ce vieux bouquin quelque part, machin. Enfin, moi je triperais. Si je pouvais choisir des enveloppes personnalisées, je le ferais. Ouais. Du coup, l'emballage du Pascal que tu m'as donné, c'est le fait qu'il soit un petit peu déchiré sur la couverture, qu'il y ait tes notes, etc. Et que ce soit toi qui me l'aies remis en main propre. C'est ça. Ouais, quelque part, ouais. Quelque part. Putain, c'est marrant ça comme définition de l'emballage, ça colle bien. Et donc, tant que l'œuvre nous échappe pas, il n'y a pas de fond et de forme. Bon, il y a une Oui, citation oui, que j'aime ouais. bien, qui est que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Qui, je crois, est une citation de Victor Hugo, si je ne me trompe pas. D'accord, c'est intéressant. Voilà, moi ce que j'avais envie d'aborder à travers ce podcast, mais du coup cette conclusion me plaît bien aussi, là, cette idée de l'emballage, c'est toujours en fait ce que l'autre fait de notre travail après qu'on le lui a confié finalement, c'est intéressant comme... Parce que du coup, l'emballage d'une partie de jeu de rôle, ça va être l'ambiance, la musique peut-être, autour. ouais. Parce qu'au final, Maxime, il a aussi beaucoup emballé l'agence. Hein. Je lui ai donné Oui. le texte et il l'a mis en page, il l'a restructuré. Alors après, on a eu des interactions. Et Lulu emballe... Et lui et emballe emballe aussi le à sa PDF, façon, parce à que sa le façon. PDF va pas être imprimé exactement comme on le voit sur mon PDF. Tout à fait. Il y a une qualité d'impression qui va varier en fonction de l'imprimeur. Et puis voilà, et puis selon comment c'est reçu, voilà, toutes ces étapes. Mais voilà, moi, en tout cas, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est ne vous laissez pas emballer. Trop facilement. Ne vous laissez pas emballer trop facilement. Faites des choix, même jusqu'à l'emballage de votre bouquin, parce que la manière dont vous emballez les choses conditionne énormément la manière dont les gens qui reçoivent votre travail. Moi, je trouve que l'exemple de Flavie sur Radiohead est excellent. C'est-à-dire que quand tu écoutes de la musique de Radiohead sur PC, quand tu l'écoutes sur CD, et quand tu l'écoutes sur CD avec dans les mains l'artbook qui a été fait pour le truc, c'est pas la même chose. Les musiques, elles prennent une dimension. Je prends l'exemple d'Amnésiaque. Si vous regardez l'artbook avec ces personnages qui pleurent dans des arbres morts et tout, ça va vachement emprunter la musique d'un sentiment très particulier. Alors que la personne qui aura écouté Amnésiaque sans avoir vu cet emballage dans ces arbres morts sanglants aura peut-être pas du tout la même vision de la musique. Donc malgré tout, voilà, l'emballage est important, le système est important, l'emballage est important, tout est important. Faites des choix, surtout ne vous laissez pas emballer, faites des choix. C'est ça qui compte en cette belle période de Noël. Emballez bien vos cadeaux. Allez, salut, on vous souhaite un joyeux Noël. Salut, à la prochaine. Bon réveillon. Bon réveillon. Vous, messieurs, dames, les indépendants, vous êtes vraiment trop pédants. J'en ai marre que des gens se prennent la tête et viennent cracher
sur le 7e cercle. Vous voulez juste vous en mettre plein les fouilles. Moi, je vous dis que vous... Cassez les couilles, cassez les couilles. C'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie. Vous, les indépendants, vous êtes vraiment très très méchants. À part Romaric Briand, qui est un bon communicant. Y a bien Thomas Munier, qui a beaucoup de créativité. Quand Aviv vient fait à son, il a quand même souvent raison. Et puis Fabien, faut dire aussi qu'il a fait beaucoup sur Paris. Et puis Frédéric Sintès, il fait pas que la théorie. C'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie. Vous, les indépendants, vous êtes vraiment très très méchants. Vous voulez juste me piquer nos marges. Ça me dégoûte et ça me rembarge. Vous et votre foutu tambouille, on peut dire que vous nous Cassez les couilles, cassez les couilles. C'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie. Vous, les indépendants, vous êtes vraiment très très méchants. Tu trouves pas qu'on est l'élite du futur, Romaric? Carrément la nouvelle génération du jeu de rôle, Fabien. Mais pourquoi je peux pas chanter? Tu chantes trop faux, Fly. Quand Docteur Cahuzac, ses genoux ont mis une claque. Ceux qui sont sur les ateliers, ils ont quand même de bons côtés. Il y en a un, c'est vraiment un enfoiré. Mais c'est pas Christophe Bouclé.